Une pauvre fille tient une photo froissée devant un manoir. Le jeune milliardaire demande « Pourquoi es-tu ici ?» Elle répond « Parce que cette maison souriait quand j'étais bébé. » Et lorsqu'il voit la photo, ses mains commencent à trembler. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La lumière du matin venait à peine de percer la brume quand Nathan entendit le grincement du portail d'entrée. Il leva les yeux de son journal, la tasse de café fumant toujours à la main. Il ne s'attendait à voir personne. En fait, il ne s'attendait jamais à voir quelqu'un. Il redressa son peignoir bleu marine et traversa le porche en marbre, descendant les 3 marches qui menaient au jardin méticuleusement conçu. Chaque plante était à sa place exacte, chaque chemin de pierre soigneusement aligné, tout comme il aimait que sa vie soit prévisible, contrôlée. Arrivé au portail en fer rouillé, Nathan s'arrêta de l'autre côté, se mettant presque sur la pointe des pieds pour atteindre la poignée dorée. Se tenait là une petite fille, âgée de pas plus de 5 ans, pensait-il, avec des cheveux bruns tirés en 2 tresses inégales, un manteau rouge aux boutons dépareillés et des chaussettes qui ne correspondaient pas, l'une rayée et l'autre ornée de petits ours. Dans ses petites mains quelque peu sales, elle tenait une photographie jaunie et froissée. « Puis-je t'aider » demanda Nathan, d'un ton naturellement distant. La fille ne répondit pas immédiatement. Ses yeux sombres, grands pour son petit visage, se détournèrent de lui et se fixèrent sur la maison derrière lui. Elle inclina la tête sur le côté, comme si elle contemplait quelque chose de très complexe. « Elle souriait plus quand j'étais bébé », dit-elle finalement, d'une voix claire et délicate comme du cristal. Nathan fronça les sourcils. « Qu'as-tu dit ?»« La maison. » La fille pointa du petit doigt le manoir victorien derrière lui. « Maman a dit, elle souriait quand j'étais bébé, maintenant elle a l'air sérieuse, comme toi. » Nathan resta momentanément sans voix. En 36 ans, peu de gens l'avaient pris au dépourvu de la sorte. Il se tourna pour regarder la maison dans laquelle il avait grandi, qu'il avait héritée après la mort de son père, les grandes fenêtres en arc, l'imposante façade en pierre grise, le toit en ardoise abrupte. Comment quelqu'un pourrait-il voir un sourire dans une structure aussi austère? « Ta mère connaît cette maison ?» demanda-t-il en cherchant à comprendre. La fille hocha vigoureusement la tête, faisant bouger ses tresses. « Oui, elle m'a envoyé ici aujourd'hui. » Elle tendit la photo froissée. « Parce qu'elle est malade et qu'elle ne peut pas m'emmener à l'école. » Nathan prit la photo avec un mélange de curiosité et de prudence. Le papier était usé au bord, marqué par de petites empreintes de doigts. Voir l'image fit se resserrer sa poitrine, comme si quelque chose de glacial l'avait traversé. C'était Émilie. La photo montrait le jardin du manoir, plus coloré qu'il ne l'était maintenant, avec des rosiers en pleine floraison, et là, elle était plus jeune, vêtue d'un uniforme gris et blanc parfaitement repassé, tenant un plateau en argent avec des verres de limonade. Son sourire était timide, presque désolé, mais ses yeux brillaient d'une manière qu'il avait depuis longtemps oubliée. Émilie, qui avait travaillé dans cette maison pendant près de 2 ans jusqu'à quoi exactement? Sa disparition abrupte avait toujours été un sujet que sa mère, Claire, refusait d'aborder. Problème de personnel, Nathan, ça ne te regarde pas, disait-elle d'un ton tranchant qui mettait fin à toute conversation. Tu connais ma mère? Intervint la voix de la fille. Oui, répondit lentement Nathan en l'observant de plus près, elle s'appelle Émilie, n'est-ce pas? La fille sourit, dévoilant une dent de devant manquante. Oui, et moi, je suis Lucie. Maman a dit que tu me reconnaîtrais, Lucie. Il étudia le visage de l'enfant, découvrant les traits d'Émilie, les mêmes grands yeux expressifs, le même menton légèrement pointu, mais il y avait quelque chose d'autre, quelque chose qu'il ne pouvait définir et qui lui semblait étrangement familier et déconcertant. « Pourquoi ta maman t'a-t-elle envoyé ici, Lucie ?» demanda-t-il en lui rendant la photographie. Le sourire de la fille vacilla. Elle a eu de la fièvre depuis hier soir, elle a dit qu'elle ne pouvait pas m'emmener à l'école. Sa voix devint presque un chuchotement, et je pense qu'elle va plus mal aujourd'hui, elle n'a même pas pu se lever pour me préparer le petit déjeuner. Elle m'a dit de venir ici, de te montrer la photo et de dire qu'elle a besoin d'aide. Nathan ressentit une pointe d'inquiétude. Émilie, malade, en voyant sa petite fille à travers la ville, ou du moins une partie de la ville, demander de l'aide à lui, parmi tous les autres. Que lui était-il arrivé ces dernières années depuis son départ? Pourquoi le contacter maintenant? Où habites-tu, Lucie? demanda-t-il, ayant déjà pris sa décision. Dans l'immeuble jaune près du parc, avec le grand toboggan, répondit-elle promptement. Appartement 302. Il y a une énorme plante à côté de la porte. Maman dit que c'est notre gardien. Nathan hocha la tête, il connaissait le quartier.
un ensemble d'appartements sans prétention à environ 20 minutes à pied. Ce n'était pas un quartier dangereux, mais ce n'était pas le genre d'endroit où il avait imaginé qu'Emily vivait. « Je vais te ramener chez toi et voir comment va ta maman, » dit-il, puis ajouta, « si cela te va. » Lucie l'observa un moment avec une gravité qui semblait déplacée sur son petit visage. Puis, comme si elle venait à une conclusion importante, elle sourit de nouveau. « D'accord, puis-je aller chercher mon sac à dos ? Je l'ai laissé là-bas. » Elle désigna un petit sac à dos violet appuyé contre le mur près du portail. « Bien sûr, » acquiesça Nathan, surpris par sa propre disposition à agir. Il y avait quelque chose dans toute cette situation, un appel qu'il sentait impossible d'ignorer, comme si le passé frappait à sa porte pour lui demander de régler certaines dettes. « Attends ici une minute, » dit-il à la fille, « je vais me changer. » Il retourna dans le manoir, échangeant son peignoir contre un jean et un pull gris. Il n'était pas du genre à agir impulsivement, mais quelque chose dans la maladie d'Emily et dans sa décision d'envoyer Lucie directement vers lui évoquait l'urgence. Il attrapa son portefeuille, son téléphone, ses clés et un manteau de rechange, car il faisait déjà plus frais. Lorsqu'il revint au portail, Lucie était assise sur le trottoir, en train de dessiner quelque chose dans la fine couche de poussière. Elle se leva d'un bond dès qu'elle le vit. « Prêt ? » demanda Nathan en ouvrant le portail. « Oui, monsieur, » répondit-elle en saluant d'un petit geste, ce qui le fit sourire de manière inattendue. « Tu peux m'appeler Nathan. » En marchant côte à côte dans le quartier des vieux manoirs, Nathan remarqua l'émerveillement constant de Lucie devant les voitures de luxe garées à proximité, les maisons avec leurs jardins soignés, les arbres parfaitement taillés. « Est-ce que tu habites toute seule dans cette grande maison ? » demanda-t-elle soudain, le regard sincèrement curieux. « Oui, » répondit Nathan, surpris par sa question directe. « Tu ne te sens jamais seule ? » insista-t-elle. « Notre appartement est petit et je me sens encore seule parfois quand maman est au travail. » Une observation perspicace pour quelqu'un d'aussi jeune, pensa Nathan. « Parfois, oui, mais je m'y suis habitué. Ça doit être génial pour jouer à cache-cache, » remarqua Lucie, sautillant pour éviter de marcher sur une fissure du trottoir. « Dans notre appartement, maman me retrouve toujours très vite, il n'y a pas beaucoup de cachettes. » Nathan esquissa un léger sourire. « Je n'y avais jamais pensé. Tu n'as jamais joué à cache-cache là-bas ? » Elle sembla vraiment étonnée. « Pas récemment, mais quand tu étais enfant, y jouais-tu ? » Nathan hésita, ses souvenirs d'enfance dans cette maison n'étaient pas exactement remplis de jeux. « Pas beaucoup, ma mère n'aimait pas le bruit à la maison. » Lucie hocha la tête sérieusement. « Ma maman n'aime pas quand je fais du bruit non plus, » dit-elle. « Les murs de notre appartement sont aussi fins que du papier et nos voisins ont déjà assez de problèmes. » En quittant le quartier huppé pour entrer dans des rues plus animées, Lucie continua de bavarder sans relâche à propos de son école, de sa prof qui portait des lunettes colorées, du poisson de la classe qui était mort la semaine précédente, de son dessin d'une licorne qui lui avait valu une étoile d'or. « Tu veux voir mes dessins ? » demanda-t-elle soudain, s'arrêtant sur le trottoir pour ouvrir son sac à dos. Nathan jeta un coup d'œil à sa montre, puis au ciel, évaluant le temps. « Peut-être devrions-nous aller chez toi d'abord pour voir comment va ta maman. Ce sera rapide, je te le promets. » Elle insista en sortant déjà un dossier en plastique bleu de son sac. « Voici mon carnet de dessin d'art. Mademoiselle Palmer dit que j'ai une imagination super colorée. » Il y avait quelque chose dans son enthousiasme qui le rendait incapable de refuser. Nathan se pencha pour mieux voir les dessins réalisés avec des feutres vifs, des bonshommes bâtons avec de grands sourires, des maisons avec de la fumée s'échappant des cheminées, des arbres parés de toutes les couleurs de feuilles imaginables. « Celui-ci est vraiment bon, » dit-il en pointant un dessin qui semblait montrer quelqu'un dans un jardin entouré de fleurs plus grandes que la personne. Le visage de Lucie s'illumina. « C'est maman. Elle adore les plantes. Elle dit qu'elle nous écoute quand on leur parle. » « Vraiment ? » Nathan examina le dessin plus attentivement. La figure avait des cheveux foncés comme ceux d'Emily, et quelque chose dans la posture, légèrement penchée vers les fleurs, capturait une douceur qu'il se rappelait d'elle. « Et celui-ci » Il désigna un autre dessin, une grande maison dont les fenêtres avaient des yeux et une bouche souriante. « C'est la maison de mes rêves », s'exclama Lucie, pratiquement en rebondissant d'excitation. « J'en rêve parfois. » Maman disait que ça ressemblait à la maison où elle travaillait quand elle était plus jeune. Nathan sentit une boule se former dans sa gorge. C'était indéniablement une version colorée pour enfants du manoir, mais là où la vraie maison avait des pierres grises et un air sombre, celle-ci arborait des murs roses et jaunes, des fleurs géantes partout et un grand visage souriant composé de fenêtres et d'une porte. « Ta maman parle-t-elle souvent de cette maison ?»
demanda-t-il pendant que Lucie rangeait soigneusement ses dessins dans le dossier. Elle raconte surtout des histoires sur le jardin, disant que c'était l'endroit le plus beau qu'elle ait jamais vu, vraiment très spécial. Nathan acquiesça, se rappelant comment sa mère, Claire, dépensait des fortunes en jardinier et paysagiste. Le jardin était sa fierté, sa carte de visite auprès de la société locale. Maman dit que c'est là qu'elle a appris à aimer les fleurs. Lucie continua d'ajuster son sac sur ses épaules alors qu'ils reprenaient leur marche. Elle dit que cette maison avait une magie cachée dans le jardin. Nathan resta silencieux un instant. Il était étrange d'entendre le manoir dans lequel il avait grandi décrit comme un lieu magique. Pour lui, il représentait souvent des règles strictes, des attentes étouffantes et une solitude étrange, même lorsqu'il était rempli de monde lors d'événements sociaux. « Qu'est-ce que tu y fais toute seule ?» demanda Lucie en le regardant avec une curiosité sincère. « Je travaille » répondit-il simplement. « Principalement sur l'ordinateur. »« Tu fais des jeux ?» Les yeux de Lucie s'illuminèrent d'espoir. Nathan sourit légèrement. « Non, malheureusement, pas. Je travaille avec des chiffres, surtout des investissements. » « Oh, dit-elle, semblant momentanément déçue, mais se reprenant rapidement, mon amie Zoé a un jeu sur la tablette de sa maman où tu t'occupes d'un jardin magique. Les plantes ont des visages et te parlent quand elles grandissent. Ça a l'air intéressant, répondit Nathan, surpris de l'effort qu'il mettait à entretenir la conversation avec une enfant qu'il venait de rencontrer. C'est super cool, déclara Lucie d'un ton solennel. Je pense que ça te plairait. Tu as l'air de quelqu'un qui serait doué pour s'occuper des jardins magiques. Nathan haussa un sourcil. Vraiment ? Lucie haussa les épaules, comme si la réponse était évidente. Parce que tu as des yeux gentils et tu sembles aimer les plantes, comme un ami du jardin. Ami du jardin, répéta Nathan en ressentant quelque chose d'étrange dans sa poitrine, une chaleur qu'il ne reconnaissait pas immédiatement. On ne m'a jamais appelé comme ça auparavant. Eh bien, c'est ce que tu es maintenant, déclara Lucie avec l'assurance absolue que seuls les enfants possèdent. Nathan ne put s'empêcher de sourire sincèrement. En marchant dans les rues de plus en plus animées, il se rendit compte que Lucie, non seulement, parlait beaucoup, mais observait également tout autour d'elle. Elle posait des questions qui le prenaient au dépourvu par leur perspicacité. « Pourquoi habites-tu seul dans une si grande maison ? Tu ne te sens pas triste de ne pas avoir quelqu'un avec qui dîner ? Si tu pouvais être un animal, lequel serais-tu » Nathan se retrouva à répondre à chacune de ces questions, d'abord brièvement, puis avec de plus en plus de détails. Il y avait quelque chose de libérateur à parler à quelqu'un qui n'avait aucune attente ni préjugé sur qui il était ou devrait être. En approchant de l'immeuble jaune, il sentit une inquiétude grandissante. Que dirait-il à Émilie après toutes ces années ? Comment expliquerait-il son arrivée soudaine, et surtout, que lui était-il arrivé pour qu'elle envoie maintenant Lucie lui demander de l'aide ? C'est ça, annonça Lucie avec excitation en pointant du doigt un bâtiment de 5 étages à la peinture écaillée par endroits. Plusieurs plantes en pot, visiblement usées par le temps, décorent l'entrée modeste. Nous devons prendre les escaliers, l'ascenseur s'arrête parfois entre les étages et Madame Martinez y est restée coincée pendant presque 1 heure la semaine dernière. Nathan hocha la tête et la suivit. Dans le hall, tout était propre mais montrait des signes évidents d'usure, des fissures sur le sol, une boîte aux lettres avec quelques portes pendantes de travers. Lucie bondit dans les escaliers avec l'énergie sans fin d'un enfant, tandis que Nathan les suivait à un rythme plus mesuré. « Appartement 302 », annonça Lucie en atteignant le 3e étage, pointant une porte avec une grande fougère suspendue dans un pot à côté. « Maman dort probablement, elle dort toujours quand elle est malade. » Nathan sentit son cœur s'accélérer lorsque Lucie frappa à la porte en appelant « Maman, c'est moi, j'ai amené un ami. » Le silence s'installa. Lucie fronça les sourcils et frappa de nouveau, plus fort cette fois, sans réponse. Une alarme se déclencha dans l'esprit de Nathan. Il posa une main sur l'épaule minuscule de Lucie. « Ta maman dort-elle habituellement très profondément ?» Lucie secoua la tête. « Non, elle se réveille toujours quand j'appelle. » L'inquiétude de Nathan s'intensifia. « Ta maman garde-t-elle une clé cachée quelque part, ou en as-tu une ?» Elle hocha rapidement la tête en sortant une cordelette de sous sa chemise, à l'extrémité de laquelle se trouvait une petite clé en argent. « Maman m'a dit de ne l'utiliser qu'en cas d'urgence. »« Je pense que c'est une urgence, » dit Nathan doucement. « Peut-on entrer pour vérifier si elle va bien ?» Lucie acquiesça avec la gravité qui faisait vibrer le cœur de Nathan et lui tendit la clé. Il déverrouilla lentement la porte en appelant « Émilie » en entrant.
L'appartement était petit mais étonnamment confortable, un vieux canapé avec des coussins colorés, des étagères remplies de livres et de plantes dans chaque recoin, et des photos encadrées au mur. « Maman !» appela Lucie en courant devant Nathan dans un couloir étroit. Nathan la suivit jusqu'à ce qui semblait être la seule chambre. La porte était entr'ouverte, à travers, il vit Émilie allongée sur le lit, immobile. Pendant un moment terrible, son cœur s'arrêta, mais puis elle bougea, tournant son visage vers la porte, les yeux s'ouvrant difficilement. « Lucie !» Sa voix était rauque et faible. « Maman !» Lucie se précipita sur le lit, grimpant dessus comme les enfants le font si facilement. « J'ai amené l'ami du jardin pour nous voir. » Les yeux fiévreux d'Émilie finirent par se poser sur Nathan, et il vit la surprise et la reconnaissance traverser son visage pâle. « Nathan !» murmura-t-elle en essayant de s'asseoir, « ne te fatigue pas. » Il s'approcha rapidement. « Lucie m'a trouvé. Elle m'a montré ta photo. » Émilie regarda sa fille avec un mélange de soulagement et d'inquiétude, passant une main tremblante sur les cheveux de la petite. « Tu y es allée toute seule ?» Lucie hocha la tête avec fierté. « Juste comme tu m'as montré le chemin. Tu m'as montré la photo et tu m'as reconnu. » Émilie toussa, un son inquiétant qui fit froncer les sourcils de Nathan. Son visage était rougi par la fièvre, ses cheveux sombres collés à son front humide, elle n'avait pas l'air bien. « Tu as besoin d'un médecin », déclara-t-il en se rapprochant encore. « Depuis combien de temps es-tu comme ça ?»« Je vais bien », protesta faiblement Émilie. « Ce n'est que la grippe, ça passera. » Nathan secoua la tête, sortant déjà son téléphone de sa poche. « J'appelle un médecin, ça ne fait pas débat. » Étonnamment, Émilie ne protesta pas davantage. Elle ferma simplement les yeux un instant, comme pour rassembler ses forces, puis le regarda droit dans les yeux. « Pourquoi es-tu venu ?» La question le prit au dépourvu. Pourquoi était-il venu? Au début, c'était simplement pour s'assurer que Lucie rentre chez elle en toute sécurité, mais il y avait plus, tellement plus. « Parce que je devais savoir, » répondit-il honnêtement. « Je devais comprendre ce qui t'est arrivé, pourquoi tu es parti si soudainement. » Et, hésitant, il jeta un coup d'œil à Lucie qui enveloppait maintenant sa mère de la couverture avec soin, « Parce que je sens qu'il y a quelque chose d'inachevé. » Émilie soutint son regard pendant un long moment, puis hocha légèrement la tête. « Oui, il y a beaucoup de choses non résolues. » Lucie regarda tour à tour Émilie et Nathan, curieuse. « Est-ce que vous étiez amis ?» Un petit sourire apparut sur les lèvres d'Émilie, malgré son état. « Ton ami du jardin a été très gentil avec moi une fois, quand personne d'autre ne l'était. » Nathan sentit le poids de ces mots. Il se souvint des rares fois où il avait vraiment parlé à Émilie, à l'époque où elle travaillait dans le manoir, comment elle esquissait toujours un sourire réservé, même lorsque sa mère était particulièrement exigeante, comment il s'était défendu pour elle une fois, lorsque sa mère l'avait accusé à tort d'avoir cassé une précieuse pièce de porcelaine. « J'appelle un médecin maintenant, » dit-il enfin, s'éloignant pour passer l'appel. « Et puis, si tu me le permets, j'aimerais aider d'une manière ou d'une autre. » Avant qu'Émilie ne puisse répondre, Lucie sauta du lit et attrapa la main de Nathan. « Est-ce que tu vas rester ? S'il te plaît, reste. Qui va dîner avec nous quand maman ira mieux ? Elle fait les meilleurs spaghettis du monde. » Nathan jeta un regard à Émilie, cherchant son approbation. Elle semblait livrer un combat intérieur, mais finit par hocher légèrement la tête. « Tu es le bienvenu pour revenir, Nathan, » dit-elle doucement. « Je pense que nous avons beaucoup à discuter. » Pendant que Nathan était au téléphone avec un médecin privé, il observa Lucie retourner auprès de sa mère pour lui montrer les dessins qu'elle avait sortis de son sac. Le visage de la petite l'intriguait de plus en plus, il y avait des traits qui n'appartenaient pas à Émilie, mais qui lui semblaient étrangement familiers. Sur le chemin du retour vers le chevet, Nathan entendit. « Il sera là dans 20 minutes, c'est un bon médecin. »« Merci, » dit Émilie faiblement. « Tu n'avais pas à te donner tant de mal, » répondit-elle. « Ce n'est vraiment rien, » rassura Nathan. Il hésita un moment, puis demanda. « Lucie a mentionné que tu étais seule. Qu'en est-il de son père ?» Émilie se tendit visiblement, même dans son état affaibli. « Il n'y a pas de père, » répondit-elle froidement. « Juste quelqu'un qui a choisi de ne pas être là. » Son ton était définitif, fermant le sujet, mais quelque chose dans la façon dont ses yeux évitaient les siens, ne serait-ce qu'un instant, éveilla une suspicion grandissante chez Nathan. « Je vois, » dit-il simplement, respectant la barrière clairement érigée. « Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour toi en attendant l'arrivée du médecin ? Un peu de thé, peut-être » Émilie se détendit légèrement. « Un thé, ce serait bien, merci. Je vais te montrer où sont les choses.
proposa Lucie avec empressement, sautant du lit. « Allez, ami du jardin, dit-elle en le suivant dans la petite cuisine. Nathan ne pouvait s'empêcher de remarquer les gestes de l'enfant, la façon dont ses mains bougeaient quand elle parlait, la forme de son menton, la manière dont elle souriait, comme un puzzle se formant dans son esprit, avec pourtant des pièces essentielles encore manquantes. Il décida, à cet instant, de mener l'affaire jusqu'au bout. Il découvrirait ce qui était arrivé à Émilie après son départ du manoir. Surtout, il déterminerait qui était réellement Lucie, car plus il regardait cette fillette de 5 ans aux tresses légèrement de travers et aux questions infinies, plus il était convaincu qu'il existait entre eux un lien profond, capable de changer tout ce qu'il pensait savoir de sa propre famille. Nathan gara sa voiture à l'entrée du manoir et resta assis quelques minutes, les mains toujours sur le volant, fixant l'imposante façade. Le médecin avait confirmé ce qu'il soupçonnait. Émilie présentait les premiers stades d'une pneumonie. Rien que des antibiotiques et du repos ne pouvaient guérir, mais elle avait besoin de soins. Nathan s'était occupé de tout, médicaments, livraison de nourriture, et même une infirmière pour des visites quotidiennes. « Tu n'avais pas besoin de faire tout cela », avait dit Émilie faiblement depuis son lit. « Je le veux », avait répondu Nathan avec une fermeté qui avait surpris tout le monde. En entrant dans le manoir silencieux, le son de ses pas résonnait dans le hall en marbre. Il avait besoin de réponse. « Je croyais avoir entendu la voiture », dit une voix âgée depuis le salon. Je commençais à m'inquiéter. Madame Dorsey apparut dans le couloir, essuyant ses mains sur son tablier toujours impeccable. À 74 ans, elle se tenait toujours droite comme un soldat, ses cheveux gris rassemblés en un chignon parfait. Elle avait servi comme gouvernante de la famille depuis avant la naissance de Nathan. Madame Dorsey salua Nathan avec un léger sourire. « Désolé, je n'avais pas dit que j'allais sortir, c'était inattendu. » « Un problème ?» demanda-t-elle, son intuition aiguisée par des décennies d'observation de la famille d'accueil. Nathan hésita légèrement. « Pourrions-nous parler ? J'ai quelques questions sur le passé. » Quelque chose dans son ton avait dû alerter la gouvernante, car elle hocha solennellement la tête. « Je vais préparer du thé dans la bibliothèque. » Assis dans le fauteuil en cuir qui avait autrefois appartenu à son père, Nathan attendit. Lorsque Madame Dorsey revint avec le plateau de thé, il remarqua que ses mains tremblaient légèrement, imperceptibles pour ceux qui ne la connaissaient pas bien. Elle versa le thé et dit « Quel fantôme du passé te hante aujourd'hui ?» Nathan sourit de sa franchise. Madame Dorsey n'avait jamais été du genre à faire semblant. « Emily Winters », répondit-il, observant attentivement sa réaction. La gouvernante se figea un instant, la théière suspendue dans l'air, avant de reprendre ses mouvements avec une aisance étudiée. « La fille du personnel de nettoyage. »« Ça fait longtemps, 6 ans pour être exact », confirma Nathan. « Te souviens-tu pourquoi elle est partie ?» Madame Dorsey prit une gorgée de thé, ses yeux gris perçants fixés sur les siens par-dessus le rebord de sa tasse. « Pourquoi cet intérêt soudain ?»« Je l'ai rencontrée aujourd'hui », répondit simplement Nathan. « Ou plutôt, j'ai rencontré sa fille. » La tasse fit un léger tintement contre la soucoupe. « Alors, elle avait bien eu l'enfant », murmura Madame Dorsey pour elle-même. Le cœur de Nathan s'accéléra. « Tu savais qu'elle était enceinte ?» La gouvernante expira profondément, posant la tasse de côté. « Nous la soupçonnions, moi et quelques autres membres du personnel. Elle avait des nausées matinales, évitait certains aliments, et elle avait ce regard qu'une femme a quand elle cache quelque chose. »« Pourquoi a-t-elle été renvoyée ?» insista Nathan, se sentant de plus en plus proche de la vérité. Madame Dorsey ajusta les plis de son tablier, une habitude lorsqu'elle était mal à l'aise. Officiellement, c'était pour distraction au travail, elle faisait quelques petites erreurs, arrivait en retard quelquefois, rien de grave à mon avis, et officieusement, ses yeux gris rencontrèrent les siens avec intensité. Ta mère, Claire, avait remarqué les changements chez elle avant que quiconque d'autre ne le fasse, et elle n'a pas du tout aimé cela quand elle a réalisé les symptômes. Nathan goûta l'amertume. Ma mère l'a renvoyée parce qu'elle était enceinte, pas directement. Madame Dorsey secoua la tête. Elle a appelé Émilie pour une conversation privée. Je n'ai pas entendu ce qui a été dit, mais le lendemain, Émilie quitta le bureau, pâle comme un linge, et remit sa démission. Quand j'ai essayé de lui parler, elle a seulement dit que c'était mieux pour tout le monde. Ma mère l'a poussée à partir, conclut Nathan, la colère montant en lui. J'imagine bien, acquiesça Madame Dorsey, bien qu'elle ne l'admette jamais. Elle a juste dit qu'elle avait éliminé une distraction potentielle. Une distraction pour qui ? Demanda Nathan, alors qu'une terrible suspicion se formait dans son esprit. La gouvernante le regarda longuement, comme pour peser ses mots.
Je ne sais pas qui était le père de l'enfant, si c'est ce que tu demandes. Émilie n'a jamais mentionné avoir fréquenté quelqu'un. C'était un mensonge, pensa Nathan, sachant que Madame Dorsey était assez perspicace pour le deviner, même sans l'exprimer ouvertement. Tu te souviens de cette fois, n'est-ce pas? Continua-t-elle d'une voix plus douce. Ton frère était imprévisible. C'était quand il avait décidé d'abandonner ses études de droit, au grand désarroi de vos parents. Nathan sentit un frisson le parcourir. Jake, son frère cadet, toujours rebelle, toujours en train de repousser les limites de la famille, celui qui avait disparu pendant presque 3 mois à la même période et n'était revenu qu'après de nombreux appels de Claire, affirmant qu'il avait besoin de temps pour réfléchir. Jake et Émilie, murmura Nathan, les pièces du puzzle se mettant en place. Je n'affirme rien, dit rapidement Madame Dorsey. J'ai juste remarqué que ton frère restait souvent tard dans la cuisine quand elle travaillait de nuit, et une fois, je les ai surpris tous les deux en train de discuter de près dans le jardin. Nathan ferma brièvement les yeux, se rappelant que Jake avait toujours été différent, impulsif, émotionnel, sans se soucier des conséquences, alors que Nathan suivait docilement la voie tracée par leurs parents, une licence en économie, un MBA, un poste dans l'entreprise familiale. Jake repoussait constamment les limites, provoquait des crises et cherchait sa propre identité. Combien de temps après le départ d'Émilie, Jake a-t-il décidé de prendre du temps pour lui, demanda-t-il. 2 semaines, répondit promptement Madame Dorsey. Je m'en souviens, c'était juste après ce dîner désastreux où il avait annoncé qu'il ne retournerait plus à l'école. Un lourd silence s'installa entre eux. Nathan but une gorgée de thé devenu froid, essayant de comprendre les implications, puis son esprit revint à l'image de Lucie, ses grands yeux sombres, son sourire facile, la manière dont elle inclinait la tête avec curiosité. La gouvernante rompit enfin le silence. Elle a environ 5 ans, dit Nathan d'une voix automatique. Intelligente, observatrice, bavarde, et elle adore dessiner. Il marqua une pause. Elle a les yeux de sa mère, mais... Mais quoi? L'interrompit-elle. Il y a quelque chose d'autre en elle, quelque chose de familier. Madame Dorsey hocha lentement la tête, comme pour confirmer une suspicion de longue date. Tu as toujours été perspicace, Nathan, même enfant. Nathan sortit son téléphone et ouvrit la galerie de photos. Il avait pris une photo de Lucie pendant qu'elle lui montrait ses dessins. « Regarde par toi-même », dit-il. La gouvernante prit le téléphone, ses mains légèrement tremblantes. Son visage, marqué par les années, se figea en voyant l'image, et un léger soupir s'échappa de ses lèvres. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle, « c'est comme voir un fantôme du passé. Tu vois la ressemblance, toi aussi ?» Le sourire, chuchota Madame Dorsey en passant un doigt sur l'écran, c'est le sourire de Jake quand il avait cet âge, et le menton, la forme de ses yeux. Nathan reprit le téléphone et regarda de nouveau la photo. Oui, maintenant, il est impossible de ne pas le voir. Lucie a le sourire de mon frère, le même contour de visage. Comment n'y ai-je pas pensé tout de suite? Mes parents sont-ils au courant? Demanda-t-il brusquement. Madame Dorsey serra les lèvres. Ta mère en avait certainement des soupçons, c'est pourquoi elle a agi si rapidement pour écarter Émilie. Quant à ton père, il était trop occupé à développer l'entreprise pour remarquer le drame domestique et Jake. Cela, ma chère, est quelque chose que seul ton frère peut expliquer, dit-elle doucement. Mais si tu veux mon avis, je pense qu'il ne l'a jamais su, du moins pas avec certitude. Émilie était déjà partie quand les rumeurs sur sa grossesse commencèrent à circuler parmi le personnel. Peu après, elle quitta pour un voyage introspectif. Nathan secoua la tête, essayant d'absorber le tout. Si ses soupçons étaient exacts, Lucie était sa nièce et sa propre mère avait éloigné Émilie pour éviter un scandale, la laissant seule pour élever un enfant. « Je dois parler à Jake », décida-t-il. « Ton frère ne répond pas à tes appels depuis des mois », lui rappela Madame Dorsey. « Pas depuis cette dispute au sujet de la vente des actions de l'entreprise. »« Cette fois, il répondra », déclara Nathan avec détermination. « Même si je dois aller jusqu'à Vancouver pour le ramener moi-même. » La gouvernante sourit faiblement. « J'ai toujours admiré la façon dont tu restes aux côtés de ton frère, même quand il ne le mérite pas. »« Je ne reste pas avec Jake », corrigea Nathan. « Je pense à Lucie et à Émilie, qui méritent des réponses autant que ta fille. » Madame Dorsey hocha la tête, son regard s'adoucissant. « Toutes ces années à servir ta famille, tu as toujours eu le cœur le plus tendre, Nathan. Ta mère appelle cela une faiblesse, mais j'ai toujours su que c'était ta plus grande force. » Nathan ne dit rien. Son téléphone vibra avec un message de l'infirmière qui l'avait engagé, signalant qu'Émilie avait pris ses médicaments et se reposait.
Lucie était à côté pour dîner chez un voisin, demandant quand l'ami du jardin reviendrait. « Je vais passer quelques coups de fil, puis je retournerai à leur appartement, » dit-il en se levant. « Si ma mère appelle, je lui dirai que tu es occupé avec des affaires importantes. » Madame Dorsey conclut avec un sourire complice, comme elle le faisait toujours. Nathan sourit avec reconnaissance. « Que ferais-je sans vous, Madame Dorsey ? » « Tu serais probablement aussi perdu que ton frère, » répondit-elle avec son habituel humour sec. « Maintenant, vas-y. Cette petite fille a besoin de quelqu'un qui se soucie d'elle. » Le lendemain matin, Nathan se rendit à l'appartement d'Emily, l'esprit encore en ébullition après les révélations de la nuit précédente. Il avait essayé d'appeler Jake à plusieurs reprises, mais, comme prévu, la ligne allait directement à la messagerie. Il laissa des messages allant de « Nous devons parler, c'est important, ah, il s'agit d'un enfant, Jake, une petite fille qui pourrait être la tienne. » L'infirmière le rencontra à la porte en signalant qu'Emily allait mieux ou la fièvre était descendue, mais elle avait encore besoin de repos. Lucie venait de finir son petit déjeuner et dessinait à la petite table du salon. « Ami du jardin !» s'exclama-t-elle en le voyant, sautant de sa chaise et courant vers lui, les bras grands ouverts. Traduction se poursuit dans le message suivant. Compris. Ci-dessous se trouve la suite de la traduction anglaise, reprenons exactement là où nous nous étions arrêtés au paragraphe 2011. Nous procéderons paragraphe par paragraphe en préservant la numérotation et la structure originale jusqu'à ce que le texte se termine au paragraphe 703. Nathan fut surpris quand elle le serra dans ses bras. Ses mouvements étaient si naturels et confiants qu'il en resta momentanément sans voix. Hésitant, il posa une main sur sa tête, caressant la douceur de ses cheveux. « Bonjour Lucie, comment va ta maman aujourd'hui ?»« Mieux, » répondit-elle avec excitation, l'infirmière Annie dit que le médicament fait effet, et maman a même mangé des toasts pour le petit déjeuner. « C'est génial, » sourit Nathan, « et toi, comment vas-tu ? Qu'est-ce que tu dessines ?» Lucie prit sa main et le tira vers la table où des papiers colorés étaient éparpillés. « Je dessine notre aventure d'hier. Regarde, c'est toi qui me retrouves à la porte, et voici nous marchant dans la ville. » Nathan examina les dessins avec un intérêt sincère. Pour une Lucie de 5 ans, elle avait un œil surprenant pour le détail dans ce dessin de promenade, il y avait de petits éléments qu'il n'avait même pas réalisé qu'elle avait remarqués, comme le vendeur de journaux au coin de la rue, le chien qui avait croisé leur chemin ou même la couleur exacte d'une vitrine de magasin. « Tu es très observatrice, » commenta-t-il en s'asseyant à côté d'elle. « Maman dit que j'ai des yeux d'aigle, » répondit fièrement Lucie. « Veux-tu dessiner avec moi ?» Nathan hésita. Il n'avait pas dessiné depuis, eh bien, probablement depuis qu'il avait l'âge de Lucie, mais quelque chose dans son regard plein d'attente rendait le refus impossible. « Je pense que je peux essayer, » dit-il en prenant un crayon bleu. Elle acquiesça, et bientôt ils furent côte à côte, Lucie lui montrant comment dessiner des nuages joyeux et des fleurs dansantes. Nathan ne se souvenait pas de la dernière fois où il s'était laissé aller à faire quelque chose d'aussi simple et sans prétention que de colorier un dessin d'enfant. Cela lui semblait étrangement libérateur. « Ton bleu déborde des lignes, » observa Lucie avec le sérieux d'une enseignante. « Désolé, » répondit Nathan tout aussi sérieusement, « je suis un peu rouillé. »« Qu'est-ce que rouillé veut dire ?» demanda-t-il. « Ça veut dire que ça fait longtemps que je n'ai rien fait de pareil, donc je ne suis plus aussi bon qu'avant, » pensa Lucie, comme mon vélo qui reste trop longtemps sous la pluie. Nathan sourit. « Exactement comme ça. Tu peux t'entraîner davantage, » offrit-elle généreusement. « Je peux t'apprendre, je suis vraiment doué pour rester dans les lignes. »« J'adorerais apprendre de toi, » répondit Nathan, surpris par la sincérité de sa propre voix. Alors que Lucie racontait des histoires sur ses dessins, Nathan l'observait attentivement. La façon dont elle gesticulait en parlant, la manière dont elle inclinait la tête en posant une question, même la façon dont ses lèvres se pinçaient en se concentrant pour colorier une partie difficile, tout cela lui rappelait Jake lorsqu'il était enfant. C'était à la fois déconcertant et fascinant. À un moment donné, il sortit discrètement son téléphone et prit encore quelques photos d'elle. Il avait besoin de preuves pour confronter son frère. « Pourquoi prends-tu des photos ?» demanda Lucie, remarquant ce geste. Nathan hésita. « Tes dessins sont vraiment beaux, je voulais en garder un souvenir. Est-ce que je peux les voir ?» dit-elle en tendant la main pour le téléphone. Il lui montra les photos et Lucie sourit, ravie de voir son travail immortalisé. « C'est super, peux-tu l'envoyer à maman plus tard ?»« Bien sûr, » promit Nathan. La porte de la chambre s'ouvrit et Émilie apparut, appuyée contre le cadre. Elle avait l'air mieux, moins pâle, bien qu'encore visiblement faible.
Tu devrais te reposer, dit Nathan en se levant. Je me suis assez reposée, répondit-elle avec un léger sourire, et j'ai entendu des voix. On dessine, maman, s'exclama Lucie, regarde ce que l'ami du jardin a fait. Émilie se dirigea lentement vers la table, s'asseyant prudemment sur une troisième chaise. Elle regarda les dessins épars, puis Nathan, arborant une expression curieuse. « Je ne savais pas que tu dessinais, commenta-t-elle. »« Je ne sais pas, » admit Nathan, « Lucie m'apprend. »« Je suis un peu rouillé, » informa Lucie à sa mère, sérieusement, comme mon vélo quand il reste trop longtemps sous la pluie. Émilie rit, et Nathan se rendit compte qu'il ne l'avait jamais vraiment entendu rire durant les années où elle avait travaillé au manoir. C'était un son beau et authentique. « Merci pour tout ce que tu fais, » dit Émilie doucement. Lorsque Lucie reposa son attention sur ses dessins, les médicaments, l'infirmière, « C'est bien plus que ce à quoi je m'attendais, c'est le minimum que je puisse faire, » répondit Nathan. Il hésita, puis ajouta, « J'ai parlé à Madame d'Orsay hier. » Émilie se raidit visiblement, son sourire s'estompant de son visage. « Je vois, elle m'a dit comment tu avais quitté le manoir, » continua-t-il, baissant la voix pour que Lucie n'entende pas, « à propos de ma mère. » Émilie détourna le regard. « C'était il y a longtemps, pas pour Lucie, » répondit Nathan doucement, « et pas pour toi, qui l'as affrontée toute seule. » Émilie rencontra de nouveau son regard avec une intensité inattendue. « Que veux-tu exactement, Nathan? Pourquoi es-tu vraiment ici ?» La question était si directe qu'elle le déstabilisa. Que voulait-il? La justice, une restitution, ou simplement connaître cet enfant qui pourrait faire partie de sa famille? « Je veux aider, » dit-il enfin, « et je veux la vérité, Émilie, sur Lucie, sur mon frère. » Le visage d'Émilie devint pâle, mais elle conserva son calme. « Je ne comprends pas ce que tu veux dire, » répondit-elle. « Je pense que si, » insista Nathan doucement. « Et si j'ai raison, il y a des personnes qui doivent assumer la responsabilité de choses qui auraient dû être réglées il y a longtemps. » Émilie regarda Lucie qui fredonnait doucement tout en s'occupant d'un autre dessin, heureuse, perdue dans son propre monde. Lorsqu'elle se tourna de nouveau vers Nathan, des larmes non versées brillaient dans ses yeux. « Elle est parfaite comme elle est, » murmura Émilie presque à voix basse, « elle n'a pas besoin de quelqu'un qui ne l'a pas désirée dès le début. » « Et si cette personne ne l'avait jamais su ?» demanda Nathan. L'expression d'Émilie trahissait une surprise sincère. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Il faut que nous parlions davantage, » dit Nathan, « mais pas maintenant, pas avec Lucie qui écoute. Je reviendrai plus tard, quand elle sera endormie. » Émilie hésita, puis acquiesça lentement. « Ça va, mon ami du jardin, regarde ce que j'ai fait pour toi, » s'exclama Lucie en brandissant un nouveau dessin. Il montrait une silhouette qui semblait être Nathan, tenant la main d'une figure plus petite, représentant évidemment Lucie. En arrière-plan, le manoir arborait maintenant un grand visage souriant composé de fenêtres et d'une porte. Maintenant, nous sommes amis et la maison est de nouveau heureuse. Nathan sentit quelque chose de chaud et d'inconnu grandir dans sa poitrine en regardant ce simple dessin. « C'est magnifique, Lucie, puis-je le garder ?» demanda-t-il. « Bien sûr, je l'ai fait spécialement pour toi, » répondit-elle en rayonnant, pendant que Lucie expliquait chaque détail de sa création. Nathan remarqua qu'Émilie les observait avec une expression compliquée, quelque part entre la tendresse et l'inquiétude. Leurs regards se croisèrent brièvement. En cet instant, sans un mot, une compréhension mutuelle passa entre eux. Les vérités cachées du vieux manoir allaient bientôt être révélées et rien ne serait plus jamais pareil. Le trajet jusqu'à Vancouver avait été long et fatigant. Nathan conduisait le long de la route côtière, avec la mer grise à sa droite, tandis qu'une légère pluie tambourinait sur le pare-brise. Cela reflétait son humeur, incertaine, tendue, anxieuse. Jake ne répondait toujours pas à ses messages ni à ses appels. Typique, son frère avait toujours été un as pour éviter les conflits, disparaissant comme de la fumée quand les problèmes survenaient. Mais cette fois, Nathan n'accepterait pas le silence comme réponse. Le GPS annonça qu'il était arrivé à destination, un petit café au port. Jake n'avait envoyé qu'un bref texto après 2 jours de persistance de Nathan. « Arbor Coffee, jeudi 10h, juste parce que tu ne veux pas abandonner. » Nathan se gara et resta quelques minutes dans la voiture, rassemblant ses pensées. Les photos de Lucie étaient encore sur son téléphone, ainsi qu'une de Jake à 5 ans, qu'il avait récupérée d'un vieil album familial. La ressemblance était indéniable. Prenant une profonde inspiration, il sortit de la voiture et entra dans le café. C'était un lieu modeste avec de grandes fenêtres donnant sur le port, où les bateaux se balançaient doucement sur l'eau. Jake était déjà là, assis à une table au fond,
un grand café glacé entre les mains. À 32 ans, son frère paraissait plus vieux qu'il ne l'était en réalité. Son visage autrefois éclatant affichait désormais des rides d'inquiétude, ses cheveux noirs étaient légèrement en bataille, et une légère barbe ombrageait sa mâchoire. Il portait une veste en cuir usé par-dessus un t-shirt blanc et un jean délavé, un style décontracté qu'il avait conservé même lorsqu'il faisait encore partie de l'empire familial. Jake, toujours parfait, le salua sans se lever, un sourire ironique aux lèvres. « Quel honneur de te recevoir dans ma modeste ville. » Nathan ignora la pique en s'asseyant en face de lui. « Merci d'être venu, tu ne m'as laissé d'autre choix », haussa les épaules Jake. « Tes messages devenaient de plus en plus dramatiques, c'est une affaire familiale urgente, puis, à propos d'un enfant, tu sais comment titiller la curiosité de quelqu'un. » Une serveuse s'approcha et Nathan commanda un café noir. Une fois parti, il observa son frère de près. Quelque chose était différent chez Jake, une agitation à peine dissimulée, des yeux qui ne soutenaient pas son regard longtemps. « Comment se passe ta nouvelle aventure ?» demanda Nathan, choisissant de commencer sur un terrain neutre. La marina survit. Ce n'est pas le succès éclatant que notre chère mère considère digne du nom Foster, mais s'appelle les factures. Jake prit une gorgée de son café. « Mais tu n'es pas venu jusqu'ici pour parler de bateau, » dit Nathan en inspirant profondément. « Non, je ne suis pas venu pour ça. » Un lourd silence s'installa entre eux. La serveuse revint avec le café de Nathan, le posa avant de repartir à nouveau. « J'ai rencontré quelqu'un il y a quelques jours, » commença Nathan en choisissant soigneusement ses mots, « quelqu'un que tu connaissais aussi, il y a longtemps. » Jake haussa un sourcil. « Ah oui? Et qui cela pourrait-il être ?» « Emily Winters. » Le changement était subtil mais indéniable. Les doigts de Jake se crispèrent légèrement autour de sa tasse, sa posture se raidit, et ce sourire ironique faiblit brièvement. « La bonne, » dit-il, essayant de paraître décontracté. « Et elle, alors ?»« Ex-bonne, » corrigea Nathan, licenciée, ou plutôt forcée de partir par notre mère, il y a environ 6 ans. Jake haussa les épaules en remuant la glace dans son verre avec une paille. « Alors, maman a toujours été dure avec le personnel. » « Quel rapport avec moi ? » ?»« Ça a tout à voir avec toi, » répondit Nathan en se penchant vers l'avant, « ou devrais-je dire avec vous deux ?» Jake croisa finalement son regard directement, une lueur défensive dans les yeux. « De quoi parles-tu exactement ? » ?»« Je parle de la raison pour laquelle Emily a été renvoyée, je parle de l'endroit où tu as disparu pendant 3 mois après son départ, je parle de ce que tu as laissé derrière toi. »« Je n'ai rien laissé derrière moi, » dit Jake, mais sa voix manquait de la confiance habituelle. « Et je ne sais pas de quoi tu parles. » Nathan garda ses yeux fixés sur son frère. « J'ai rencontré Lucy. » Ce nom tomba entre eux comme une pierre jetée dans une eau calme, envoyant des ondulations visibles à travers la contenance de Jake. Il cligna des yeux à plusieurs reprises, déglutit, détourna le regard vers la fenêtre, et demanda d'une voix faible, à peine audible, « Lucy » répéta Nathan. « La fille d'Emily. Elle a 5 ans, des cheveux bruns, des yeux expressifs, elle est très douée pour dessiner pour son âge, et pleine de questions. » Jake ne dit rien, sa main tremblant légèrement. « Maman, Lucy est ta fille, n'est-ce pas ?» demanda Nathan directement. « C'est absurde, » murmura Jake, manquant de conviction. « Tu débarques ici avec une histoire sur une ex-employée et un enfant que je n'ai même jamais vu, et tu t'attends à ce que je te croie, Jake. » Nathan intervint fermement. « Assez de mensonges, j'ai parlé à Madame Dorsey, je sais que toi et Emily, vous avez eu quelque chose. Je sais que maman a découvert et a forcé Emily à partir, mais ce que j'ignore, c'est si tu étais au courant de la grossesse. » Jake passa une main sur son visage, le premier vrai signe de gêne depuis longtemps. « Nathan, pourquoi ressasser tout ça maintenant ?» demanda-t-il. « Parce qu'il y a une fillette de 5 ans qui n'a jamais rencontré son père, » répondit Nathan calmement. Une fillette brillante et douce, grandissant dans un appartement exigu avec une mère qui travaille à 2 emplois pour la soutenir. Jake ferma brièvement les yeux, lorsqu'il les rouvrit, une vulnérabilité que Nathan n'avait que rarement vue en lui s'y affichait. « Qu'est-ce que tu veux que je dise ?» demanda Jake d'une voix basse. Nathan sortit son téléphone, ouvrit la galerie de photos, et passa l'appareil à Jake à travers la table. « Je veux que tu la regardes et que tu me dises la vérité. » Jake hésita, les yeux fixés sur le téléphone comme s'il était dangereux. Finalement, il le prit avec des doigts tremblants et regarda l'écran. La photo montrait Lucy souriante, tenant l'un de ses dessins colorés. La lumière du soleil qui entrait par la fenêtre illuminait son visage, mettant en valeur ses yeux brillants et la forme particulière de son sourire. Le sourire de Jake se transforma alors. «
Nathan observa la transformation sur le visage de son frère, d'abord la stupéfaction à la reconnaissance, puis la confusion, enfin une réalisation lente et écrasante. Jake fit défiler les photos de Lucie, chacune rendant la vérité de plus en plus indéniable. « Mon Dieu !» murmura-t-il à peine audible. Lorsque Jake leva enfin les yeux, ses yeux étaient remplis de larmes, une glissa sur sa joue, quelque chose que Nathan n'avait pas vu depuis le décès de leur père. Jake essaya rapidement de l'essuyer, mais une autre larme suivit, puis une autre. La suite dans le prochain message, en poursuivant la traduction exactement à partir du paragraphe 301 et jusqu'au paragraphe 703 sans interruption. Ci-dessous se trouve la traduction complète en anglais préservant la numérotation et la structure originale. Jake releva enfin le regard, les larmes remplissant ses yeux, une larme glissant sur sa joue, quelque chose que Nathan n'avait pas vu depuis la mort de leur père. Jake essaya rapidement de l'essuyer, mais une autre suivit, puis une autre. « Je ne savais pas, » dit-il enfin, la voix étranglée, « je te jure que je ne savais pas. » Nathan sentit une partie de la tension dans ses épaules se dissiper. Il le croyait. Jake pouvait être bien des choses, irresponsable, impulsif, rebelle, mais il n'avait jamais été un menteur convaincant. « Émilie ne t'en a jamais parlé, » dit-il. Jake secoua la tête, toujours fixé sur les photos de Lucie. « Nous nous sommes séparés brusquement, » dit-il. Elle disait qu'il fallait que ça s'arrête, qu'elle s'impliquait trop. Je pensais que c'était parce que je la forçais à officialiser notre relation, à la présenter à la famille. Et puis elle a cessé de répondre à mes appels quand je suis allé la chercher. Ils dirent qu'elle ne travaillait plus au manoir. Jake fit une pause, visiblement en proie à l'émotion. Alors, tu es parti pour un voyage de découverte de toi-même, ajouta Nathan. Jake ne répondit pas immédiatement, une autre larme glissa sur sa joue, cette fois, il n'essaya pas de la cacher. « Comment va-t-elle » demanda-t-il enfin, presque en chuchotant. « Émilie ?»« Elle va mieux maintenant, » dit Nathan. « Elle est tombée malade récemment, mais elle s'améliore. » Jake acquiesça lentement, ses yeux retournant vers les photos de Lucie et d'elle. « Lucie, comment est-elle ? Intelligente, perspicace, elle parle à toute vitesse, elle adore dessiner. » Nathan s'arrêta. « Elle me rappelle beaucoup toi, à bien des égards, la façon dont elle incline la tête lorsqu'elle est curieuse, son sourire quand elle découvre quelque chose de nouveau. » Jake ferma les yeux, davantage de larmes silencieuses coulant. Nathan n'avait jamais vu son frère aussi vulnérable, si nu, sans toutes les couches de sarcasme et de rébellion qu'il avait utilisées pendant des années. « J'ai une fille, » murmura Jake comme pour tester ses mots, essayer d'en saisir le sens. « Une fille de 5 ans que je n'ai jamais rencontrée. » Nathan laissa passer le moment dans un silence respectueux. Pour la première fois depuis longtemps, il voyait Jake sans sa façade habituelle, il voyait seulement son frère cadet confronté à la réalité de ses actions passées et à leurs conséquences inattendues. « Que dois-je faire maintenant ?» demanda enfin Jake, levant les yeux vers Nathan avec une vulnérabilité brute. C'était une question honnête, dépourvue de cynisme, révélant le début de quelque chose que Jake montrait rarement, la responsabilité. « Tu reviens avec moi, » répondit simplement Nathan, « rencontre ta fille, parle à Émilie, et commence à réparer ce qui peut l'être. » Jake regarda encore une fois la photo de Lucie, passant son doigt doucement sur son visage à l'écran, puis, à la surprise de Nathan, il hocha la tête en silence. À cet instant, dans le petit café du port, quelque chose changea entre les frères Foster, et, plus important encore, quelque chose changea en Jake, un début hésitant, tremblant mais certain, de rédemption longtemps attendue. La pluie tombait doucement tandis que Nathan se garait devant l'immeuble d'Émilie. Parler à Jake avait été plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Après ce moment de vulnérabilité au café, Jake avait demandé quelques jours pour tout assimiler, et Nathan accepta à contre-cœur, en obtenant la promesse que Jake se présenterait d'ici la fin de la semaine. « J'ai besoin de me préparer, » avait dit Jake, la voix encore tremblante, « je ne peux pas tout simplement m'immiscer dans leur vie de cette manière. » Nathan jeta un regard au ciel gris. 3 jours s'étaient écoulés, et Jake n'avait pas donné signe de vie. Il monta les escaliers d'un pas lourd. L'infirmière l'avait appelé plus tôt, inquiète que la fièvre soit revenue. « Monsieur Foster, elle refuse d'aller à l'hôpital. » Lorsqu'il arriva au 3e étage, il trouva la porte de l'appartement entr'ouverte. L'infirmière Annie, une femme d'âge moyen au visage aimable, l'attendait. « Elle fait preuve d'entêtement aujourd'hui, » murmura Annie à son entrée. « Elle refuse les médicaments plus forts, dit-elle, parce qu'ils la rendent trop confuse pour s'occuper de son petit. »« Où est Lucie ? » ?»« Elle est chez la voisine, en train de faire des cookies. Madame Martinez a été d'une grande aide. »
Nathan hocha la tête, soulagé. Puis-je la voir? L'infirmière fit un geste en direction de la chambre. Peut-être pourras-tu la convaincre. Elle a parlé de toi ce matin. La pièce était sombre, les rideaux partiellement fermés contre la faible lumière de la pluie. Émilie était allongée, appuyée sur des oreillers, son visage plus pâle que la dernière fois, avec des cernes sous les yeux. « J'ai entendu dire que tu donnais du fil à retordre à Annie », dit Nathan doucement en s'approchant du lit. Émilie tourna la tête vers lui, un léger sourire sur ses lèvres sèches. Elle exagère. « Je vais bien », dit Nathan en tirant une chaise et en s'asseyant à côté du lit. Il vit le thermomètre sur la table de chevet, ainsi que des médicaments intacts. « Le thermomètre n'est pas d'accord », soupira-t-elle en fermant brièvement les yeux. « Je ne peux pas prendre ces médicaments, ils me rendent étourdie, somnolente. Lucie a besoin de moi éveillée, Lucie a besoin que tu sois en bonne santé, » corrigea doucement Nathan. « Et il y a des gens qui t'aident, tu n'es pas seule maintenant. » Émilie l'observa un instant, une incertitude dans le regard. « Tu lui as parlé, n'est-ce pas? Je le vois sur ton visage. » Nathan ne fut pas surpris par sa perspicacité. « Oui, j'en ai parlé. » Émilie détourna le regard vers la fenêtre où des gouttes de pluie formaient des motifs sur le verre. « Je m'étais dit qu'il dirait ça. »« Tu ne le crois pas », dit-elle en esquissant un sourire triste. « Si, je le crois. » Jake avait toujours été doué pour fuir, surtout lui-même. Elle s'arrêta, respirant difficilement. « Est-ce qu'il vient la voir ?» Nathan hésita. Il a promis qu'il viendrait, il a demandé quelques jours. Émilie hocha lentement la tête, comme si elle s'y attendait. Quelques jours peuvent se transformer en semaines, puis en mois. Je connais le schéma. Nathan insista, bien qu'il ne fût pas totalement sûr. Il fut secoué en voyant ces photos. Une émotion passagère n'est pas un engagement, déclara-t-il. Émilie toussa, produisant un son inquiétant qui résonna dans la petite pièce. Ne t'inquiète pas, je n'attends rien de lui, dit-elle. Nathan ressentit une pointe de culpabilité face à sa résignation. Émilie, tu aurais dû venir me voir, j'aurais pu t'aider, ajouta-t-elle, le regardant avec une intensité soudaine dans les yeux. Que j'étais enceinte du fils adoptif rebelle, que j'avais besoin d'argent. Ta mère avait clairement exprimé ce qu'elle pensait de moi et de ma situation. Qu'est-ce que ma mère t'a exactement dit? Demanda Nathan, réalisant qu'il manquait encore des éléments de l'histoire. Émilie ferma de nouveau les yeux, comme si le souvenir lui faisait mal physiquement. Qu'elle m'accusait d'être une opportuniste, de tenter de piéger un enfant placé pour assurer mon avenir, que Jake avait une brillante carrière devant lui et que je ne serais qu'une erreur qu'il oublierait bientôt. Nathan sentit la colère monter. Il reconnut dans ces mots le style impitoyable de sa mère. « Elle m'avait offert de l'argent pour partir », poursuivit-elle presque en chuchotant. « Cela serait mieux pour tout le monde, surtout pour le bébé. »« Tu l'as accepté ?» ?»« Non, » répondit-elle avec une dignité tranquille, « j'ai choisi ma fierté plutôt que son argent. Peut-être était-ce une fierté idiote, vu comment nous avons peiné plus tard. » Elle esquissa un petit sourire triste. « Mais chaque fois que je regarde Lucie, je sais que j'ai fait le bon choix. » Nathan éprouva de l'admiration pour cette femme qui avait affronté seule sa puissante famille, enceinte et effrayée, mais avec le dos droit. « Je ne voulais rien de lui, tu sais. » Émilie poursuivit en jetant un coup d'œil à la photo de Lucie sur la table de nuit. « Je voulais juste qu'elle sache d'où elle venait, qu'elle ait la chance de rencontrer l'autre moitié de son histoire. » « Est-ce pour cela que tu l'as envoyée au manoir avec la photo ?» Émilie hocha la tête. Je me sentais de plus en plus mal, les médicaments habituels ne faisaient plus effet, et je ne pouvais même pas l'emmener à l'école. Je me suis dit que si tu la voyais, tu reconnaîtrais la ressemblance. Pourquoi moi et pas Jake directement? Parce que tu as toujours été la personne responsable, dit-elle en esquissant un léger sourire d'excuse. Le frère qui réglait tout, qui résolvait les problèmes. Je ne savais pas comment contacter Jake, mais toi, je savais que tu serais toujours au manoir. Nathan fut frappé de constater que sa réputation de frère fiable était connue même du personnel de maison. En même temps, il ressentait le fardeau de l'omission de Jake et de la cruauté calculée de sa mère. « Essaie de ne pas juger Jake trop sévèrement, » dit doucement Émilie, comme si elle lisait dans ses pensées. « Il est jeune, confus. Je n'excuse pas ce qu'il a fait, mais nous faisons tous des erreurs. Certaines erreurs ont des conséquences plus importantes, » dit Nathan en jetant un regard à la photo de Lucie. « Oui, » acquiesça Émilie en suivant son regard, mais certaines conséquences sont si merveilleuses qu'elles transforment même les pires erreurs en bénédictions. Nathan réfléchit à ces paroles,
La dignité tranquille avec laquelle Émilie parlait de sa situation, dépourvue d'amertume ou d'auto-apitoiement, le toucha profondément. « Tu dois prendre tes médicaments, dit-il enfin, et si nécessaire, tu dois rester quelques jours à l'hôpital. » Lucie ira bien, interrompit-il doucement, je peux m'occuper d'elle pendant que tu te rétablis, ou nous pouvons organiser quelqu'un en qui nous avons confiance, mais tu dois prendre soin de toi, Émilie. Elle l'observa attentivement, comme pour évaluer sa sincérité. Pourquoi fais-tu tout cela, Nathan? Nous n'étions jamais vraiment proches quand je travaillais pour ta famille. C'était une question légitime. Pourquoi tenais-tu tant? Était-ce simplement la culpabilité face au comportement de ton frère et de ta mère, ou quelque chose de plus profond? Parce que c'est la bonne chose à faire, dit-il enfin. Et parce que, lorsque j'ai vu Lucie à la porte du manoir ce jour-là, quelque chose a changé. Elle m'a rappelé qu'il y a des choses bien plus importantes que le travail, l'argent ou le nom Foster. Émilie sourit d'un sourire sincère cette fois, elle avait cet effet sur les gens. Alors laisse-moi aider, laisse-moi être là, au moins jusqu'à ce que Jake décide du genre de père qu'il veut être. Émilie hésita, puis attrapa les médicaments sur la table de chevet. Très bien, à une condition. Quelle condition? Ne pousse pas Jake à rien. S'il vient, ce doit être selon ses propres termes. Lucie a déjà assez de perfection dans sa vie sans faux espoir. Nathan hocha la tête, comprenant la sagesse de ses paroles. Je le promets. En aidant Émilie à prendre ses médicaments, Nathan se fit une autre promesse silencieuse, il serait là pour Lucie et Émilie, quoi qu'il décide Jake, non pas par obligation ou par culpabilité, mais parce qu'en quelques jours seulement, toutes deux avaient conquis une place dans son cœur qu'il ignorait jusque-là. Dehors, la pluie continuait de tomber, lavant les rues comme pour effacer le passé en vue d'un nouveau départ. Nathan retrouva sa mère dans le carrium du manoir, comme prévu, exactement à 18h. Claire Foster prenait son thé vert habituel et lisait un livre, entouré des plantes exotiques qu'elle collectionnait depuis 62 ans. Elle gardait une posture impeccable, ses cheveux parfaitement teints en blond discret, des vêtements coûteux mais d'apparence simple et minimaliste, et des bijoux d'une valeur incontestable. La porte était entr'ouverte. Il hésita, l'observant. Depuis la mort de leur père, il y a 5 ans, ils avaient partagé le manoir sous une sorte de trêve silencieuse. Claire occupait l'aile, Nathan l'aile ouest. Ils partageaient occasionnellement des repas et discutaient affaires, mais parlaient rarement de quoi que ce soit de vraiment important. Cela allait changer aujourd'hui. « Je sais que tu es là, Nathan, » dit Claire sans lever les yeux de son livre. « Entre donc. » Nathan entra en refermant la porte derrière lui. Il venait tout juste de l'hôpital où Émilie avait enfin accepté d'être admise pour quelques jours. Une pneumonie bactérienne, confirmait le médecin, traitable mais nécessitant des soins intensifs. Lucie était avec Madame Martinez, qui était rapidement devenue une alliée précieuse. « Ne t'inquiète pas, elle est entre de bonnes mains », l'avait rassuré Madame Martinez, tandis que Lucie faisait signe au revoir. « Il faut qu'on parle », dit-il en restant debout. Claire retira ses lunettes de lecture, les posant au-dessus du livre fermé. « À propos de quoi ?» Emily Winters. Comme prévu, ce nom fit mouche. Claire se raidit presque imperceptiblement, un bref mouvement de ses doigts trahissant sa parfaite contenance. « Qui ?» demanda-t-elle, faisant semblant d'avoir oublié. « Ne fais pas semblant d'oublier, » dit Nathan d'une voix calme mais ferme, « Émilie, l'employée que tu as licenciée il y a 6 ans. J'ai aussi rencontré sa fille, Lucie. » Claire se repositionna dans son fauteuil, ses yeux se durcissant, calculateur. « Et en quoi cela est-il pertinent? Parce que Lucie a 5 ans, parce qu'elle a le même sourire que Jake avait quand il était petit, et parce que tu savais depuis le début qu'Émilie était enceinte de l'enfant de ton fils. » Un silence s'abattit sur le carrium, tandis qu'à l'extérieur, dans le jardin qu'Émilie avait autrefois aidé à entretenir, les rosiers, taillés avec précision comme l'exigeait Claire, demeuraient immobiles. « C'est ridicule, » dit finalement Claire, mais sans sa conviction habituelle. « Tu accuses ta propre mère de « Je ne t'accuse pas », interrompit Nathan, « j'énonce des faits. Émilie m'a raconté votre conversation, comment tu l'as traitée d'opportuniste, comment tu lui as offert de l'argent pour disparaître. » Claire soupira, un son rare venant d'elle, quelque chose de proche de la défaite. Lorsqu'elle parla, sa voix était plus basse, presque comme une confession réticente. « J'ai fait ce qui était nécessaire pour protéger cette famille, » dit-elle. Jake était confus, immature, il avait un brillant avenir devant lui, et cette implication n'était qu'une distraction qui a abouti à une petite fille, dit Nathan. Claire fit un geste de la main d'un air désinvolte, ton enfant, qu'il ne connaissait même pas, parce que tu t'en es assuré.
Nathan dit, la colère perlant dans sa voix. Tu n'as pas seulement renvoyé Émilie, mais tu as également veillé à ce que Jake n'apprenne jamais l'existence du bébé. Il n'était pas prêt à être père. Ce n'était pas à toi de décider. Claire se leva et s'approcha d'une de ces rares plantes, tripotant inutilement les feuilles. Tu ne comprends pas comment fonctionne le monde, Nathan, dit-elle. Malgré tous mes efforts pour t'enseigner, les scandales détruisent des familles comme la nôtre, les réputations se construisent en décennies et se ruinent en quelques secondes, et un enfant innocent n'est qu'un dommage collatéral. Nathan demanda, consterné. Claire se tourna vers lui, son regard aussi froid que jamais. Cette fille a une vie, peut-être pas avec les privilèges qu'elle aurait eus si elle avait été reconnue, mais elle a une mère qui a choisi de la garder. Son nom est Lucie, dit Nathan d'un ton appuyé, pas cette fille. Et oui, Émilie a choisi de la garder, même quand tu as essayé de la soudoyer. Un silence tendu s'installa entre eux. Claire retourna à son fauteuil, se ressaisissant comme elle le ferait avant une négociation à enjeux élevés. Que veux-tu, Nathan? De l'argent pour eux? Nous pouvons arranger quelque chose discrètement, peut-être un fonds pour l'éducation de l'enfant, sans reconnaissance publique, bien sûr. Nathan regarda sa mère comme s'il la voyait pour la première fois, cette femme froide et calculatrice pour qui tout, même une petite fille, n'était qu'une pièce sur son échiquier social. Jake sait déjà pour Lucie, l'informa-t-il. Je lui ai montré des photos, nous avons parlé. Pour ta gouverne, il a un cœur, après tout. Claire plissa les yeux. Qu'as-tu fait? Ce qui aurait dû être fait il y a 6 ans. Je lui ai dit la vérité et maintenant tu t'attends à ce qu'il endosse un rôle de père pour ruiner sa vie à cause d'une erreur de jeunesse? Nathan secoua la tête, consterné par la froideur de sa mère. Lucie n'est pas une erreur, c'est une enfant brillante, douce et curieuse, ta petite fille. Elle n'est pas des nôtres, déclara Claire d'un ton définitif, et elle ne le sera jamais. Elle partage peut-être notre sang, interrompit Nathan fermement, mais ce que tu as dit, elle n'est pas des nôtres. Je te le dis, Lucie est une enfant placée, que tu l'admettes ou non. Claire examina son fils aîné comme s'il était une équation difficile. Tu as toujours été trop sentimental, Nathan. Ton père disait que c'était ta plus grande faiblesse en affaires, et peut-être que c'est ma plus grande vertu en tant qu'être humain, répondit-il calmement. Il se leva en se dirigeant vers la porte, puis s'arrêta et se retourna une dernière fois. J'aide Émilie et Lucie. Jake envisage de rencontrer sa fille, puisque nous vivons dans la même maison. Je pensais que tu devrais savoir qu'il pourrait y avoir des visites fréquentes bientôt. C'est à toi de décider si tu veux faire partie de sa vie ou non. Sur ce, Nathan quitta le carrium, laissant sa mère seule avec le poids de ses choix passés. Dans le couloir, il jeta un coup d'œil au portrait de son père accroché au mur, se demandant si celui-ci aurait agi différemment s'il était encore en vie. Probablement pas. Claire et William se ressemblaient plus qu'ils ne différaient. Tous deux valorisaient le nom Foster plus que toute considération humaine. Alors qu'il se rendait à son bureau dans l'aile ouest, Nathan ressentit une clarté qu'il n'avait pas connue depuis des années. Pour la première fois, les priorités que ses parents lui avaient inculquées, le devoir, les apparences, l'héritage familial, semblaient creux en comparaison. À l'authentique sourire d'une fillette de 5 ans qui ne connaissait même pas la signification du nom de famille qu'elle portait dans le sang. Après 3 jours à l'hôpital, Émilie rentra chez elle. La couleur était revenue sur son visage, bien qu'une toux persistât. Nathan insista pour l'accompagner jusqu'à l'appartement, portant sa petite valise. Pendant qu'il montait les escaliers, Lucie attendait, sous la garde de Madame Martinez. Dès que la porte s'ouvrit, elle fusa à travers la pièce comme une fusée en serrant sa maman par la taille. « Maman, tu es revenue. » Émilie enveloppa sa fille dans une étreinte chaleureuse. « Oui, ma chérie, je suis là maintenant. » Les yeux de Lucie se posèrent sur Nathan et son visage s'illumina encore plus. « Ami du jardin, tu as ramené ma maman. » Madame Martinez sourit en attrapant son sac à main. Lucie est d'une aide formidable. Elle toucha le bras de Nathan en sortant. « Tu as besoin de quoi que ce soit, je suis juste à côté. » Une fois le voisin parti, Lucie s'assit aux côtés de sa maman sur le canapé, racontant avec excitation les jours passés sans elle. « Et l'ami du jardin me rendait visite tous les jours. Il m'apportait un livre sur les dinosaures et m'apprenait l'origami. » Elle fit une courte pause. « Il n'aime pas les haricots, tout comme moi. » Émilie jeta un regard surpris à Nathan. « Tu venais tous les jours ?» Il haussa légèrement les épaules, un peu embarrassé. « Je voulais juste m'assurer que Lucie allait bien. Il raconte vraiment des histoires super, mieux que le papa de Zoé, et en plus, c'est un prof. » Émilie rit doucement en caressant les cheveux de sa fille. « On dirait que vous vous êtes bien amusés. » « Oui. »
Est-ce que je peux te montrer les origamis que j'ai appris? Lucie sauta d'enthousiasme et se dirigea vers sa chambre. Le départ de Lucie laissa les adultes seuls un instant. Merci, Émilie, de veiller sur elle. Nathan s'assit dans le fauteuil. C'était un plaisir, ta fille est extraordinaire. Elle s'est attachée à toi. Émilie observa avec une pointe de prudence. Lucie ne se lie habituellement pas aussi vite aux étrangers. Peut-être que je ne suis plus un étranger maintenant, suggéra Nathan. Émilie l'examina un instant. Non, je suppose que tu ne le es plus. Lucie revint, portant une boîte remplie de petites figurines en papier qu'elle dispersa fièrement. Tu restes pour le dîner? Nathan regarda Émilie, qui hocha la tête. Ce serait bien, je ne suis pas encore tout à fait d'humeur à cuisiner. Je peux préparer quelque chose, offrit-il. Ce soir-là, après le dîner, quand Lucie demanda à Nathan de lui lire une histoire pour s'endormir, Émilie ne protesta pas. Assise au bord du lit, Lucie se blottit sous les couvertures pendant que Nathan lisait l'histoire d'un dragon qui avait peur du feu. « Tu reviens demain ?» demanda Lucie d'une voix endormie. Nathan jeta un regard vers l'encadrement de la porte où Émilie observait silencieusement. Leurs yeux se rencontrèrent, échangeant une question muette, une permission silencieuse. « Si tu veux, répondit-il. »« Je veux, murmura Lucie presque endormie. »« Tu es mon vrai ami maintenant. » Une chaleur qu'il n'avait jamais reconnue se répandit dans la poitrine de Nathan à ces mots simples. Il replaça la couverture autour d'elle, un geste qu'il n'avait jamais fait auparavant, mais qui lui semblait étrangement naturel. Dans les jours qui suivirent, une routine s'installa. Nathan s'arrêtait à l'appartement tous les matins avant le travail, apportant du jus d'orange pour Lucie, il faut qu'il ait de la pulpe, et du café pour Émilie. Parfois, il restait pour le dîner, peu à peu, ces visites devinrent quelque chose que tous attendaient avec impatience. Émilie retourna travailler à la fleuristerie, mais seulement à temps partiel, n'étant pas encore assez forte pour son second emploi. Nathan proposa son aide financière, qu'elle refusa d'abord par fierté, puis accepta finalement, juste en attendant qu'elle se rétablisse complètement. Au fil des semaines, ces visites se transformèrent en petits rituels. Les mardis étaient réservés aux nouvelles histoires, les jeudis il arrivait tôt pour emmener Lucie au parc, les dimanches il apportait le petit déjeuner, des pancakes qu'ils essayaient de façonner en animaux. Un soir, après que Lucie fut couchée, Émilie exprima ses inquiétudes. « Je m'inquiète pour Lucie. Elle s'attache vraiment beaucoup à toi. Est-ce que c'est mauvais? Et si Jake se manifestait enfin, ou pire, s'il décidait qu'il ne voulait pas faire partie de sa vie? Et si tu te lasses de ses visites? » Je ne vais pas me lasser, promit Nathan, et quoi qu'en décide Jake, je n'ai pas l'intention de disparaître de la vie de Lucie. Pourquoi? Demanda Émilie. Pourquoi fais-tu tout ça? Nathan réfléchit un instant. Lucie me voit de la manière la plus simple et la plus sincère, et je la vois aussi. Émilie hocha la tête, comprenant. Un silence confortable s'installa entre eux, comme une conversation sans mots. À la 6e semaine de ses visites, Nathan se présenta avec des billets pour un nouvel aquarium en ville. Lucie était si ravie qu'elle se jeta dans ses bras. En chemin, elle prit sa main naturellement, comme si elle l'avait toujours fait. « Quand je serai grande, annonça-t-elle devant un bassin rempli de raies, je serai scientifique marin, ou peut-être peintre, ou peut-être les deux. »« Tu peux être tout ce que tu veux, répondit Nathan. Promesse sur le petit doigt. Nathan enroula son petit doigt autour du sien. Promesse sur le petit doigt, et en cet instant simple, il sut qu'il avait fait une promesse qui allait changer sa vie à jamais. Nathan terminait la dernière page de l'histoire du soir quand il entendit frapper à la porte. Lucie était déjà endormie, respirant doucement, un léger sourire sur les lèvres. Il ferma soigneusement le livre et quitta la chambre, retrouvant Émilie dans le petit salon, un regard interrogateur sur le visage. « Tu attends quelqu'un » demanda-t-il. Elle secoua la tête. « Non. » Une autre frappe se fit entendre, plus hésitante cette fois. Lorsqu'il ouvrit la porte, c'était comme regarder une version plus négligée de lui-même. Jake se tenait là, les yeux rouges, non rasés, les mains enfoncées dans les poches de sa veste en cuir usé. « Désolé, c'est tard, dit-il doucement. J'ai essayé de t'appeler. » Nathan réalisa que son téléphone était en mode silencieux. « Comment ça, ce n'était pas une question ?» Mais Jake hocha la tête quand même. « Oui, j'ai essayé. » Émilie apparut derrière Nathan et se figea en voyant qui se tenait à la porte. Ses yeux s'écarquillèrent, la couleur lui quittant le visage. « Jake, murmura-t-elle. » Le temps sembla suspendu dans ce simple couloir, les trois d'entre eux, pris dans un moment à la fois attendu et redouté. « Puis-je entrer » demanda enfin Jake, d'une voix plus douce que jamais entendue de Nathan. Émilie hésita une seconde avant de s'écarter.
Jake entra, regardant autour de lui dans le petit appartement comme s'il mémorisait chaque détail. Les plantes dans les coins, les livres sur les étagères simples, les dessins enfantins sur le réfrigérateur, tous visibles depuis l'entrée. « Alors, tu as enfin décidé de te montrer », dit Nathan en rompant le silence en refermant la porte. « Il me fallait du temps », répondit Jake, tout en observant son environnement. « Du temps pour digérer, pour me préparer. » Émilie croisa les bras, en posture défensive. « Tu veux boire quelque chose? Du thé, du café ?» Jake secoua la tête. « Non, merci. Juste. » Il hésita, cherchant clairement les mots justes. « J'ai besoin de la rencontrer. Elle dort en ce moment. Pourrais-je juste la regarder? Je ne la réveillerai pas, je te le promets. » Émilie jeta un coup d'œil rapide à Nathan, qui acquiesça subtilement. « D'accord, elle dit. Par ici. » Les trois marchèrent silencieusement jusqu'à la porte de la petite chambre. Émilie l'ouvrit délicatement, révélant Lucie endormie sous une couverture à motif nuage, serrant contre elle un doudou bien-aimé. La douce lueur d'une veilleuse illuminait son visage paisible. Jake s'arrêta sur le seuil, comme si une force invisible le retenait. Sa respiration devint audible, superficielle et rapide. Nathan observa son frère, voyant l'émotion brute sur son visage, quelque chose que Jake avait toujours essayé de cacher depuis l'adolescence. Finalement, Jake fit un pas en avant, puis un autre, jusqu'à ce qu'il se tienne à côté du lit. Lentement, il s'agenouilla, le regard fixé sur le visage de Lucie. Il leva une main comme pour la toucher, mais s'arrêta à un pouce d'écart, incertain. « Elle a mes yeux », dit-il d'une voix si basse que Nathan et Émilie l'avaient à peine entendu. Il y avait de l'émerveillement là, comme si, malgré les photos, voir Lucie en personne était quelque chose de totalement différent et bouleversant. À cet instant, comme s'il avait senti sa présence, Lucie remua, ses yeux papillonnants en s'ouvrant. Groggy, elle regarda directement Jake. Ni peur, ni étrangeté, juste de la curiosité. « Salut », dit-elle simplement. « Salut », répondit Jake, la voix rauque d'émotion. Lucie regarda tour à tour Jake et Nathan, qui se tenaient à la porte avec Émilie. « Qui es-tu » Jake déglutit difficilement. « Je suis Jake, je suis le frère de Nathan. » Les yeux de Lucie s'écarquillèrent légèrement. « L'ami du jardin a un frère ? Vous vous ressemblez, mais vous êtes différents. » Un petit sourire effleura le visage tendu de Jake. « Oui, je suppose. » Lucie pencha la tête, l'examinant comme lorsqu'elle résolvait une énigme. « Pourquoi pleures-tu » Soudain, Jake ne s'était pas rendu compte qu'une larme coulait sur sa joue. Il l'essuya. « Je suppose que je suis content de te rencontrer. » Lucie sourit, puis ce large sourire que Nathan connaissait bien, le sourire d'enfant de Jake. Maman dit, parfois, nous pleurons quand nous sommes vraiment, vraiment heureux, comme quand nous voyons quelque chose de super beau. Ta maman a raison, dit Jake en jetant un coup d'œil à Émilie. Certaines choses sont tellement belles qu'elles nous font pleurer. À la surprise générale, Lucie se pencha en avant et étreignit Jake naturellement. Pas besoin de pleurer, on peut être amis aussi. Jake ferma les yeux, ses bras hésitants avant de l'enlacer. Nathan vit son frère trembler, luttant pour contenir ses émotions. Émilie observait avec une expression difficile à décrire, entre surprise, inquiétude et quelque chose d'autre que Nathan ne parvenait pas à identifier. Quand leurs regards se croisèrent, il vit en elle ses propres larmes non versées. Dans les semaines qui suivirent, Jake devint une présence régulière dans le petit appartement. Au début, ses visites étaient brèves et maladroites, lui et Émilie évitant les conversations profondes, se concentrant uniquement sur Lucie et sa vie quotidienne. Mais peu à peu, les choses changèrent. Jake commença à arriver plus tôt, à rester plus longtemps. Il apportait de petits cadeaux pour Lucie, pas des choses tapac sans grave l'œil, juste des livres, du matériel d'art, une petite plante nécessitant des soins. Des choses qui montraient qu'il faisait attention, qu'il essayait. Il dessine presque aussi bien que toi, confia Lucie à Nathan un après-midi, en lui montrant un croquis que Jake avait fait d'un bateau. C'est parce que vous êtes frères ? Peut-être, rit Nathan. Jake a toujours été doué pour l'art, mieux que moi en fait. Lucie hocha la tête pensivement. Il m'a promis de m'apprendre à dessiner de vrais bateaux. Il y en a plein dans sa marina. Émilie, qui rangeait la cuisine, s'interrompit. Une marina à Vancouver ? Nathan expliqua. Jake gère une petite marina depuis quelques années. H, murmura Émilie en reprenant sa tâche. Je ne savais pas, lança Nathan, captant ce non-dit pendant que Lucie en apprenait davantage sur Jake. Émilie avait l'impression de connaître moins, la petite fille forgeant sa propre relation avec son père, indépendante du passé compliqué des adultes.
À la 3e semaine des visites, Jake arriva avec une grande boîte de crayons professionnels et un livre pour enfants sur les techniques de dessin. Il s'assit sur le sol du salon avec Lucie, tous deux concentrés sur une grande feuille de papier où ils créèrent ensemble un paysage côtier. Nathan était dans la cuisine, coupant des légumes pour préparer le dîner, une tâche qu'il faisait souvent de nos jours, en partie parce qu'il y prenait plaisir et en partie parce qu'Émilie se fatiguait encore facilement. Il sentit sa présence à côté de lui. « Je peux finir ?» proposa-t-elle. « Pas de souci, je suis presque. » « Ce n'est pas ça, intervint-elle doucement. C'est juste que, elle regarda en direction du salon, où Jake et Lucie riaient d'une plaisanterie privée. Je n'aurais jamais pensé voir ça, dit Nathan en suivant son regard. Ils s'entendent bien. C'est plus que ça, hésita Émilie. Il essaie vraiment. Je ne m'attendais pas à cela de sa part. Jake a toujours été plein de surprises. Nathan dit, pas toute bonne, j'avoue, mais celle-ci, c'est la bonne. Émilie esquissa un petit sourire sincère. Ce fut le moment où tout changea. Émilie fit un pas vers le salon puis s'arrêta soudainement, l'air confus, la main agrippant le rebord du comptoir, ses genoux fléchissant. « Émilie !» Nathan lâcha le couteau. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son ne sortit. Ses yeux se roulèrent en arrière et elle s'effondra, comme si tous les fils qui la soutenaient avaient été coupés d'un coup. « Maman !» Le cri perçant de Lucie traversa l'air. Ce qui suivit fut un flou de mouvements. Nathan attrapa Émilie avant que sa tête ne touche le sol. Jake arriva en quelques secondes, s'agenouillant à leur côté, le visage livide d'inquiétude. « Émilie, Émilie !» appela-t-il doucement en tapotant ses joues. Elle ne répondit pas. « Il faut l'emmener à l'hôpital », décida Nathan, attrapant déjà ses clés de voiture. « Maintenant, je m'en charge. » Jake intervint. « Je prends Émilie », dit-il en la soulevant dans ses bras. « Ma voiture est juste en bas. » Lucie se mit à pleurer, s'accrochant à la jambe de Nathan. « Maman meurt-elle » ? « Non, ma chérie », rassura Nathan en se mettant à sa hauteur. « Ta maman est juste de nouveau malade. Nous allons chez le médecin, il va l'aider, comme la dernière fois. » Pendant que Jake descendait précipitamment les escaliers avec Émilie dans ses bras, Nathan prit son sac à main, son téléphone, et prit la main de Lucie, la guidant fermement dans la voiture. Lucie se blottit contre Nathan à l'arrière, tandis que Jake conduisait d'un air déterminé, les jointures crispées sur le volant, filant à travers des feux jaunes, empruntant tous les raccourcis qu'il connaissait. À l'hôpital, une équipe accueillit Émilie immédiatement, grâce à l'appel d'urgence de Nathan Foster. Lucie resta avec Nathan dans la salle d'attente, tandis que Jake accompagnait les évaluations initiales, répondant aux questions sur les symptômes antérieurs, les médicaments et sa récente pneumonie. 2 heures plus tard, vu une éternité pour eux, un médecin leur annonça qu'Émilie avait subi une rechute de pneumonie, combinée à une grave fatigue et à une anémie. Elle est stable maintenant. Nous la garderons pour observation. Puis-je la voir ? Demanda immédiatement Jake. Le médecin hocha la tête. Un à la fois, s'il vous plaît, elle est encore très faible. Jake regarda Nathan et Lucie. Vous y allez en premier. Non, répondit Nathan, je pense que c'est à toi de le faire. Jake hésita, jetant un coup d'œil à Lucie qui avait enfin cessé de pleurer et était maintenant affalée sur un fauteuil surdimensionné dans la salle d'attente. Tu es sûr ? Nathan acquiesça. Oui, nous allons attendre. Jake prit une profonde inspiration, redressa les épaules comme s'il se préparait à quelque chose d'important, et suivit le médecin dans un couloir blanc. La chambre d'Émilie était calme, à l'exception du bip régulier des moniteurs. Jake s'arrêta sur le seuil, momentanément paralysé par la vue d'Émilie au lit, paraissant plus petite et plus fragile que jamais, avec des tubes et des fils reliés à son corps. Il s'avança prudemment, s'asseyant sur une chaise à côté du lit. Émilie était éveillée, le regardant d'un air fatigué. « Salut » murmura-t-elle. « Salut » répondit Jake en avalant la boule dans sa gorge. Un silence tomba, un silence non pas d'inconnus, mais de personnes ayant tant à dire sans savoir par où commencer. Enfin, Jake prit sa main avec une douceur qui surprit tous les deux. Ces mots, imparfaits mais sincères, sortirent. « Émilie, j'étais un lâche, j'étais jeune, immature, je n'ai jamais pensé que nous pourrions avoir un enfant. Quand je l'ai appris, j'ai paniqué, je ne voulais pas d'engagement, je ne voulais pas être père, mais je me suis trompé. Il s'est coupé dans l'émotion, toi et Lucie avez tant souffert à cause de moi, et j'ai disparu. Mais maintenant, je suis là et je veux rester, je veux réparer cela. Pardonne-moi pour tout. » Émilie ne répondit pas de mot, elle se contenta de serrer sa main, les larmes brillant dans ses yeux fatigués. C'était plus que ce que Jake attendait, plus que ce qu'il méritait. Se penchant en avant, il lui embrassa tendrement le front,
un geste simple portant une promesse silencieuse. Puis il se releva, sachant que Lucie et Nathan attendaient dans la salle d'attente. Il retrouva Lucie, assise à une table pour enfants dans un coin, concentrée sur un dessin, tandis que Nathan restait prêt, vigilant. « Comment va-t-elle » demanda Nathan à voix basse. « Réveillée, faible, mais consciente » répondit Jake. Ils ont dit qu'elle resterait en observation pendant quelques jours. Lucie leva les yeux à l'entente de sa voix. « Regarde, j'ai dessiné quelque chose pour que maman se rétablisse plus vite, dit-elle en tendant une feuille avec 3 bonshommes devant ce qui ressemblait à un hôpital, avec un grand soleil souriant au-dessus d'eux. Jake s'agenouilla pour mieux voir. « C'est magnifique, Lucie. Qui sont ces personnes ?»« C'est toi, dit-elle en pointant le plus grand bonhomme. Voilà l'ami du jardin, et voilà moi. Nous attendons que maman aille mieux pour pouvoir rentrer à la maison. » Jake sentit son cœur se serrer. Il était naturellement inclus dans le petit monde de Lucie, non pas comme un visiteur, mais comme une partie de la seule famille qu'elle connaissait. Sans réfléchir, il la serra fort dans ses bras, sentant ses petits bras s'enrouler autour de son cou. Par-dessus l'épaule de Lucie, il croisa le regard de Nathan. Sans un mot, ils comprirent tous les deux que quelque chose avait changé irrévocablement ce jour-là. La peur s'était transformée en courage, la distance était devenue proximité, et une famille improbable commençait enfin à se former. Le manoir semblait particulièrement silencieux cet après-midi-là. Jake se tenait au pied du grand escalier en marbre, prenant une profonde inspiration pour calmer son cœur battant. 4 jours s'étaient écoulés depuis l'hospitalisation d'Emily, 4 jours durant lesquels il avait pratiquement vécu à l'hôpital, ne sortant que pour déposer Lucie à l'école et la récupérer. « Tu es sûr de vouloir faire ça seul ?» demanda Nathan en se tenant à côté de lui. Jake hocha la tête. « Absolument. Cette conversation aurait dû avoir lieu il y a bien longtemps. » Nathan posa une main sur son épaule. « Je serai dans mon bureau si tu as besoin de moi. Lucie est avec Madame Martinez jusqu'à notre retour. »« Merci, » dit Jake, surpris par la sincérité de ce simple mot. Il n'aurait jamais pensé voir arriver le jour où il serait vraiment reconnaissant du soutien de son grand frère. Tandis que Nathan montait à son bureau, Jake se dirigea dans le couloir vers le salon, sachant qu'il y trouverait sa mère, comme toujours à cette heure. Claire Foster était une femme aux habitudes précises, presque rituelles, et la voilà, assise dans son fauteuil favori, un livre ouvert sur les genoux. Elle leva les yeux à l'écoute de ses pas, son expression se changeant légèrement, la surprise rapidement masquée par une contenance calculée. « Jacob, dit-elle en utilisant toujours son prénom complet pour affirmer son autorité, quelle surprise, Nathan ne t'a pas dit que tu venais. » Nathan ne le savait pas, répondit Jake, restant debout. J'ai décidé à la dernière minute. Claire plaça un marque-page dans le livre avant de le refermer, un geste délibérément lent. Je suppose que cela signifie que tu es en ville depuis quelques jours, à visiter York pour une découverte récente. Le ton de sa voix fit ressentir à Jake ce mélange familier de colère et d'impuissance qui, depuis des années, l'avait fait se renfermer et fuir. Aujourd'hui, cependant, cela alimentait sa détermination. Son nom est Lucie, dit-il fermement. Ta petite fille. Claire fit un geste de dédain. J'imagine donc que Nathan t'a déjà mis au courant de cette situation désagréable. Désagréable, répéta Jake, incrédule. C'est ainsi que tu vois ta propre petite fille, comme une situation désagréable ? Ne déforme pas mes paroles, Jacob. Claire se redressa dans son fauteuil. Tu sais exactement ce que je veux dire. Le timing, les circonstances, tout aurait pu être évité si tu avais fait preuve d'un minimum de responsabilité. Jake sentit son sang bouillir mais garda un ton posé. Tu l'as évité, n'est-ce pas ? En mettant Emily de côté dès que tu as réalisé qu'elle était enceinte, en lui offrant de l'argent pour disparaître, en t'assurant que je ne découvre jamais l'existence de ma fille. Claire serra ses lèvres pour la première fois d'un air impassible. Jake remarqua qu'elle semblait plus âgée, plus fragile qu'il ne s'en souvenait. J'ai fait ce qui était nécessaire pour protéger cette famille, pour te protéger, dit-elle plus doucement. Tu avais 23 ans, Jacob, tu venais d'abandonner tes études de droit. Quel genre de père aurais-tu été ? Les mots le frappèrent comme un coup physique, porteur d'une vérité douloureuse. Jake se dirigea vers la fenêtre, regardant le jardin immaculé à l'extérieur pendant quelques instants. J'aurais été un père terrible à l'époque, finit-il par admettre en se tournant vers elle. Tu as raison à ce sujet. Cette admission inattendue sembla la perturber, murmura Claire momentanément. Mais cela n'excuse pas ce que tu as fait, poursuivit Jake, sa voix gagnant en force. Tu ne m'as pas protégé, mère, tu m'as privé de la chance de grandir, d'affronter les conséquences de mes actes, de connaître ma fille dès le début.
Tu n'étais pas prête. Claire insista. Personne n'est jamais vraiment prêt à être parent. Jake répliqua. Je te répondrai que j'aurais pu essayer, j'aurais pu apprendre. Il s'approcha de son fauteuil, s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur, un geste qu'il n'avait pas accompli depuis son enfance. Il vit la surprise dans les yeux de Claire. J'ai foiré, mais tu m'as appris à fuir, dit-il, chaque mot chargé de vérités accumulées. Toi et papa régliez toujours tout pour préserver les apparences. Il était toujours plus facile de balayer les problèmes sous le tapis que de les affronter. Claire détourna le regard. Nous avons fait ce que nous pensions être le mieux, je sais, concéda Jake. À ta façon, tu essayais de me protéger, mais maintenant, je veux faire les choses bien. Émilie est malade et Lucie a besoin de moi. Et quel est ton plan? Claire lança, avec un brin de défi dans la voix. Jouer la famille heureuse? Tu penses vraiment qu'Émilie te reprendra après tout ça? Je ne sais pas si elle me reprendra, admit Jake, mais je sais que je serai là pour Lucie, quoi qu'il arrive avec Émilie. Je vais être un père pour ma fille. Et ta vie à Vancouver, ton entreprise? Tu vas tout abandonner pour un enfant que tu connais à peine? Jake se tint droit, ressentant une étrange sérénité face aux tentatives de sa mère de semer le doute. Je sais assez pour voir qu'elle vaut n'importe quel sacrifice. Tu es impulsif comme d'habitude, accusa Claire, la voix s'élevant. Dans quelques mois, quand la nouveauté aura disparu et que la réalité des responsabilités s'imposera, tu le regretteras. Et qu'en est-il de la fille? Un autre abandon? Ce fut la goutte d'eau. Jake fixa sa mère sans broncher. Ça n'arrivera pas, déclara-t-il, étonnant même lui par sa conviction. Je ne suis plus cet enfant que tu pouvais manipuler. Je suis un homme qui prend sa place. Claire ouvrit la bouche pour répliquer, mais Jake s'était déjà retourné et s'avançait vers la porte. Jacob, ne me tourne pas le dos quand je te parle, cria-t-elle, sa voix montant pour la première fois dans sa vie. Jake ignora cet ordre et continua, ses pas résonnant sur le sol en marbre. Il ne se retourna pas, même pas quand il entendit le livre tomber, signe évident que Claire s'était levée. Il quitta le salon, le dos droit et la tête haute, se sentant enfin adulte à 29 ans. La bataille la plus difficile venait de commencer, gagner la confiance d'Émilie, être un bon père pour Lucie, réorganiser toute sa vie. Mais affronter Claire avait été une épreuve cruciale, et il venait de la réussir. Dans l'escalier, il rencontra Nathan qui descendait. J'ai entendu des voix élevées, comment ça va? Comment est son frère? Jake hocha la tête, un léger sourire sur les lèvres. Oui, pour la première fois, je pense que tout va vraiment aller mieux. Le printemps arriva avec une explosion de couleurs dans le jardin du manoir Foster. Les rosiers, autrefois taillés en formation rigide et coupés avec une précision militaire, poussaient désormais avec une liberté mesurée qui laissait éclore leur véritable nature. Madame Dorsey avait remarqué, dans son ton sec habituel, que la maison semblait enfin respirer. Dans la cuisine, autrefois domaine exclusif du personnel, Lucie était assise à l'îlot central, concentrée à colorier un autre dessin pour la collection, couvrant désormais la porte en inox du réfrigérateur, une explosion de couleurs enfantines au milieu des appareils sophistiqués. « Qu'en penses-tu » demanda-t-elle en tenant la feuille pour que Nathan la voie, pendant qu'il préparait la pâte à gâteau. « Impressionnant, répondit-il sincèrement. « Est-ce bien le jardin » Lucie acquiesça, ravie. C'est le jardin magique. Tu vois, j'ai caché des fées dans les fleurs, dit-elle en désignant de petites formes colorées nichées parmi les roses et les marguerites dessinées. Très astucieux, elles sont presque invisibles. C'est parce que les fées sont timides, expliqua Lucie avec la solennité d'un enfant. Elles ne se montrent que si tu y crois vraiment. Nathan sourit, lui tendant le bol à mélanger. Et crois-tu? Bien sûr, ami du jardin, répondit Lucie en remuant soigneusement, la langue tirée de concentration. Certaines choses, on ne les voit que si on y croit. D'abord, ces mots simples le frappèrent d'une sagesse que beaucoup d'adultes n'atteignent jamais. C'était l'une des choses qui le fascinait chez Lucie, sa capacité à voir le monde avec clarté, sans que la vie ne voile sa perception. Le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait interrompit ses pensées. Lucie posa aussitôt la cuillère, sauta de son tabouret. « Papa est là !» Nathan la regarda se précipiter dans le hall, où Jake apparut, une pile de dossiers sous le bras et une expression épuisée qui se transforma instantanément en joie en voyant sa fille. Il se baissa pour la prendre dans ses bras, la faisant tourner une fois avant de la reposer sur le sol. « Coucou, princesse, je t'ai manqué ?»« Oui, on fait du gâteau au citron, ton préféré. » Jake leva les yeux, croisant le regard de Nathan depuis l'encadrement de la porte de la cuisine. Un silence complice passa entre les frères, la gratitude d'un côté, l'acceptation de l'autre.
Où est ta maman? Demanda Jake en lissant une détresse de Lucy qui commençait à se défaire. À l'étage, le docteur Reynolds a dit qu'elle avait besoin de plus de repos. Tu te souviens? Jake hocha la tête, l'inquiétude se lisant brièvement sur son visage. J'irai la voir. Pourquoi ne termines-tu pas d'aider ton oncle Nathan avec ce gâteau? Lucy approuva, se précipitant dans la cuisine. Ne commencez pas à faire le gâteau sans moi, lança Jake en riant, ce qui fit rire Lucy alors qu'elle reprenait le mélange de la pâte. Nathan réfléchit à combien de choses avaient changé ces derniers mois depuis la sortie d'Emily de l'hôpital. Jake avait pris une décision qui surprit tout le monde, il mit sa marina en vente et déménagea définitivement. Au début, Emily et Lucy restèrent dans l'une des suites d'invités du manoir, un arrangement que Jake insistait être temporaire, le temps qu'Emily se rétablisse complètement. Claire, étonnamment, garda ses distances. Elle partit en Europe pour une durée indéterminée, invoquant des obligations sociales, mais Nathan soupçonnait qu'elle avait besoin de temps pour accepter les changements, ou peut-être pour comprendre comment réconcilier cette nouvelle réalité avec sa vision du monde soigneusement élaborée. On peut ajouter le citron maintenant, demanda Lucy en attirant l'attention de son oncle Nathan. Zeste-le d'abord, et souviens-toi comment je te l'ai montré, dit-il en guidant les petites mains de Lucy pour qu'elle ne rase que la partie jaune de la peau du citron. Nathan réfléchit à quel point oncle sonnait encore étrange pour lui, bien que Jake insista pour que Lucy l'appelle ainsi. Elle avait besoin de comprendre notre lien familial, mais pour Nathan, il serait toujours l'ami du jardin, le titre qu'elle lui avait donné dès le début. À l'étage, Jake entra discrètement et trouva Emily endormie sur le lit, un livre ouvert à côté d'elle. Bien qu'elle aille bien mieux qu'elle ne l'avait été 3 mois plus tôt, lorsqu'elle avait quitté l'hôpital, elle se fatiguait encore facilement. Le pneumologue leur avait assuré que c'était normal que les poumons mettent du temps à se rétablir complètement, mais Jake ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. Il s'assit prudemment sur le bord du lit, étudiant son visage paisible, ses cheveux sombres étalés sur l'oreiller, quelques mèches argentées désormais visibles, peut-être dues au stress ou simplement à l'âge de 35 ans. Pour Jake, cela n'avait plus d'importance, elle n'avait jamais paru aussi belle qu'elle ne l'était maintenant. Leur relation avait évolué progressivement pendant sa convalescence. La fatigue initiale, compréhensible après des années de séparation, laissait place à une acceptation prudente, puis à un partenariat pragmatique axé sur Lucy, et enfin, au cours des dernières semaines, à quelque chose de plus, pas exactement de la romance, ou pas seulement cela, mais une compréhension mutuelle profonde, un respect forgé dans les petites batailles quotidiennes et dans la vulnérabilité partagée. Emily ouvrit les yeux en le surprenant en train de la regarder. Elle sourit, encore endormie. « Depuis combien de temps es-tu là ? » « Je viens d'arriver, » répondit Jake en prenant sa main. « Comment te sens-tu aujourd'hui ? » « Mieux, j'ai réussi à aller dans le jardin sans m'essouffler, » dit-elle en se redressant contre les oreillers. « Comment s'est passée la réunion ? » demanda Jake avec un large sourire. « La marina est officiellement vendue, et, » reprit-il avec une pause dramatique, « j'ai trouvé notre maison. » Les yeux d'Emily s'écarquillèrent. « Vraiment ? Oh ? Près de Roosevelt Elementary, à moins de 10 minutes d'ici. Elle a un jardin, pas immense, mais suffisant pour tes plantes, 3 chambres et un bureau qui peut être transformé en atelier pour toi. Et le meilleur, ajouta Jake en souriant fièrement, il y a un arbre parfait pour une cabane dans l'arbre. J'imagine Lucy là-haut avec ses amis. Emily le regarda, l'expression complexe mêlant gratitude et quelque chose de plus profond. Jake, es-tu sûr que nous n'avons pas besoin de tant d'espace ? Un appartement suffirait, dit-elle doucement. Je veux cela pour vous deux, pour nous, répondit-il en interrompant tendrement. Elle hocha la tête, les yeux brillants de larmes retenues. Ça a changé, j'espère pour le mieux, dit-il avec un sourire en coin. Définitivement pour le mieux, répondit Emily en serrant sa main. Quand pourra-t-on voir la maison demain ? Demanda-t-elle. Si tu te sens prête, j'ai demandé au notaire de la mettre de côté pour nous, ajouta Jake. Emily secoua la tête en riant doucement, toujours impulsive. Je vois que certaines choses ne changent jamais. Jake se pencha pour lui embrasser le front, mais ajouta. Quand je sais ce que je veux, je ne vois aucune raison d'attendre. 2 mois plus tard, Emily et Lucy emménagèrent officiellement dans la nouvelle maison. Jake avait supervisé chaque détail de la rénovation, des couleurs de peinture pour les murs, la chambre de Lucy devait être exactement dans ce ton de bleu, elle disait que c'était la couleur du ciel quand les fées apparaissent, aux équipements médicaux discrets assurant le confort et la sécurité d'Emily lors du déménagement. Nathan aida à transporter les quelques affaires qu'ils avaient apportées de l'ancien appartement, désormais complété par de nouveaux meubles que Jake avait choisis avec Emily lors d'innombrables sessions de navigation en ligne pendant qu'elle était encore en convalescence.
Pendant ce temps, Lucie courait partout dans la maison pour explorer. À chaque recoin, elle ouvrait et fermait des portes, testant l'écho dans la pièce vide qui serait la sienne. « Gardenfrien », appelait-elle depuis le haut de l'escalier, « viens voir ma chambre, elle a une fenêtre d'où tu peux voir tout le ciel. » Nathan gravit les escaliers, laissant Jake et Émilie en bas à ranger des livres sur les nouvelles étagères. Il trouva Lucie assise sur le rebord d'une fenêtre en saillie, déjà agrémentée de coussins colorés. « N'est-ce pas parfait ?» demanda-t-elle en tapotant l'endroit à côté d'elle. Nathan s'assit, regardant le jardin en cours d'aménagement. Jake avait engagé un paysagiste, mais il avait insisté pour qu'Émilie ait des espaces où planter ce qu'elle voudrait. Ingérence majeure dans la conception, s'était plaint le paysagiste, mais Jake était resté inflexible, c'est son jardin, il est parfait. Nathan acquiesça. « Tu seras heureuse ici, Lucie ?» Elle hocha vigoureusement la tête. « Très heureuse. Et tu viendras me voir tout le temps, n'est-ce pas? Papa a dit que tu as aussi une chambre ici, pour quand tu voudras rester. » « Oui, je viendrai souvent, promis-il. » Lucie inclina la tête, l'observant de cette manière qu'elle avait quand quelque chose d'important lui traversait l'esprit. « Papa m'a dit quelque chose. Il a dit que tu es aussi mon oncle, que tu es son frère. »« C'est vrai, » confirma Nathan. « Ça te dérange ?» Lucie réfléchit sérieusement. « Non, mais tu seras toujours d'abord mon Gardenfrien, avant d'être mon oncle. » Nathan sentit un nœud lui serrer la gorge. « C'est un honneur. » Les mois passèrent, les saisons changèrent dans leur nouvelle maison, et une routine confortable s'installa. Jake endossa pleinement son rôle de père. Il assistait aux réunions scolaires, emmenait Lucie chez le médecin, apprenait à tresser ses cheveux le matin. « C'est un désastre, mais je m'améliore », plaisantait-il. Émilie se rétablit complètement et reprit le travail à mi-temps dans la boutique de fleurs, cette fois comme gérante et non plus simple employée. Avec le soutien financier de Jake, elle lança aussi une petite entreprise en ligne vendant des arrangements personnalisés, qui trouva rapidement des clients fidèles. Les samedis devinrent des jours spéciaux, quand Jake emmenait Lucie prendre un goûter au parc local après son cours d'art. Les dimanches furent réservés au petit déjeuner en famille, avec des pancakes préparés par Jake, étonnamment compétent en cuisine. Qui l'aurait cru, plaisantait Émilie, que le rebelle Jake Foster deviendrait un papa qui fait des pancakes en forme d'animaux? Mais peut-être que le changement le plus significatif et inavoué se produisit entre Jake et Émilie. Ce qui avait commencé comme un partenariat pratique se transforma peu à peu en une intimité retrouvée. Des conversations tard le soir après que Lucie soit couchée, des souvenirs partagés, de nouveaux rêves évoqués. Quand Jake emménagea enfin officiellement dans la maison, prenant la chambre principale avec Émilie, cela ne fit que formaliser ce qui se passait déjà naturellement. Lucie l'accepta avec la sagesse simple d'un enfant. « Je savais que vous vous aimiez », déclara-t-elle un soir au dîner, comme si elle annonçait simplement la météo. Les fées dans le jardin me l'ont dit. 6 mois après le déménagement, un dimanche après-midi ensoleillé, la famille se réunit au manoir Foster pour déjeuner. C'était la première visite d'Émilie depuis son hospitalisation, une étape importante de sa guérison. Madame Dorsey prépara un repas élaboré avec tous les plats préférés de Lucie. La petite fille se sentait désormais parfaitement à l'aise en courant dans les couloirs du manoir, explorant des recoins qui autrefois semblaient austères, mais qui, sous son influence, paraissaient désormais bien plus accueillants. Après le déjeuner, ils allèrent tous au jardin. Lucie partit en courant au milieu des rosiers, qui s'épanouissaient de couleurs vives sous le soleil printanier. « Fais attention aux épines », l'avertit Émilie en avançant de quelques pas vers elle. Jake et Nathan restèrent sur la véranda, contemplant ce jardin qui, longtemps, avait symbolisé la rigidité et la formalité de la famille Foster mais qui à présent, comme le manoir lui-même, paraissait vivre et se métamorphoser doucement sous l'influence de Lucie. « Je n'aurais jamais cru voir ça », commenta Jake en indiquant Lucie qui courait entre les fleurs, riant à gorge déployée, tandis qu'Émilie l'observait d'un sourire serein. « Voir quoi exactement ?» demanda Nathan. « Du bonheur, ici ?» Jake jeta un coup d'œil à la maison derrière eux. Cet endroit n'a jamais vraiment été un foyer pour nous. C'était plutôt comme un musée où on devait se tenir correctement. Nathan acquiesça, comprenant parfaitement. Lucie a changé tout ça. Lucie a tout changé. Jake approuva, puis regarda son frère. Toi aussi, tu as changé les choses. Sans toi, je n'aurais jamais rencontré ma fille, je n'aurais jamais eu cette deuxième chance. Nathan se sentit un peu gêné face à la gratitude directe de Jake. C'était quelque chose qu'il partageait avec Émilie. La difficulté à accepter les remerciements pour le bien qu'ils avaient fait. Ils contemplèrent en silence, sereinement, Émilie qui s'approchait de Lucie.
La petite venait de découvrir une coccinelle et la montrait fièrement, la laissant marcher avec précaution sur sa main. C'était une scène parfaite, mère et fille dans la lumière dorée de fin d'après-midi, au cœur d'un jardin resplendissant. Émilie tourna alors la tête vers la véranda, et son regard accrocha celui de Jake à distance. Quelque chose passa entre eux, une conversation muette au sujet d'un passé douloureux, d'un présent en construction et d'un avenir plein de promesses. Jake descendit de la véranda pour les rejoindre. Nathan suivit à quelques pas, leur laissant un peu d'espace. Il vit Jake dire quelque chose à Émilie, sans pouvoir l'entendre, mais il en devina le sens en observant leurs expressions. « Ça a pris du temps, mais je suis là », avait murmuré Jake, juste pour Émilie. Elle lui serra la main en guise de réponse, un geste simple mais chargé de sens. Les mots étaient superflus. Lucie aperçut Nathan qui approchait et accourut vers lui. « Gardenfria, regarde la coccinelle que j'ai trouvée. » Elle tendit la main, où la minuscule créature rouge se déplaçait paisiblement. « Elle est magnifique, » dit Nathan en s'accroupissant à sa hauteur. « Savais-tu que, dans de nombreux endroits, on considère les coccinelles comme un porte-bonheur? » « Vraiment ? » Les yeux de Lucie s'illuminèrent. « Alors on devrait faire un vœu. »« C'est une excellente idée, » approuva Théil. Lucie ferma les yeux un instant, manifestement en train d'exprimer silencieusement son souhait. Lorsqu'elle les rouvrit, elle sourit à Nathan et murmura « Je souhaite qu'on reste tous ensemble pour toujours, moi, papa, maman et toi. » Le cœur de Nathan se serra. « C'est un très beau souhait. » Lucie lui prit la main, le regardant avec cette curiosité intense qui émergeait parfois derrière son enthousiasme. « Tu as toujours été mon meilleur ami, tu sais. »« Et tu as toujours été le mien, » répondit Nathan sincèrement, contemplant le visage de Lucie, si proche de celui de Jake au même âge, et pourtant indéniablement la fille d'Émilie. Il ressentit un grand élan de protection et d'amour, un sentiment nouveau pour lui. Un jour, quand elle serait plus grande, elle découvrirait le rôle qu'il avait joué pour réunir leur famille. La retrouver à la grille du manoir, insister pour l'aider, affronter sa grand-mère. Mais pour l'instant, être le Gardenfrien était largement suffisant. Tous les quatre déambulèrent dans le jardin alors que le soleil commençait à descendre lentement. Le manoir Foster, qui avait longtemps semblé froid et imposant, paraissait maintenant les observer avec une expression différente, presque un sourire. Et peut-être, songea Nathan, Lucie avait eu raison depuis le début, la maison souriait vraiment quand elle était là.